Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Communityco. À travers cette chaîne, on part à la rencontre de créateurs de communautés, de dirigeants de réseaux et de community builders pour savoir comment ils ont fait pour développer leur communauté et fédérer leurs membres. Mon objectif, tirer les vers du nez de nos invités afin qu'ils nous donnent leurs meilleurs conseils, leurs meilleures astuces et des tips actionnables et concrets pour bâtir une communauté. Sur ce, je vous laisse avec l'épisode du jour. Salut Kamel, comment tu vas? Ça va super, je te remercie Lucas. Bah écoute, moi je suis très content et ravi de t'avoir sur ce podcast. Donc j'ai pour habitude de présenter mes invités, donc tu vas pas faire exception à la règle. Et puis tu pourras compléter cette présentation si tu vois des choses à ajouter. Ok. Alors, toi, tu es un peu un serial entrepreneur, donc tu as eu plusieurs casquettes au cours de ton aventure. Au début, tu étais plutôt dans le graphisme et la communication, avec des postes de chef de projet, directeur artistique et directeur de communication. Tu as également été maire adjoint de la ville de Lagny-sur-Marne, donc peut-être qu'on aura l'occasion d'y d'y retourner. De janvier 2010 à juin 2023, tu as été directeur régional au sein du BNI, donc c'est une expérience qui a duré longtemps et qui est encore assez récente. Donc là aussi, on aura l'occasion d'en reparler. Comme je disais, tu étais serial entrepreneur. Donc aujourd'hui, tu es le cofondateur associé d'un restaurant à Lagny-sur-Marne qui se nomme Les Coulisses. Tu es également le fondateur de We Welcome, un espace où amis, familles, collègues et inconnus se retrouvent entourés d'art et de musique. Tu as aussi fondé Bird and Human, une agence de communication en valeur perçue. Et encore plus récemment, en 2023, tu as créé Other, un annuaire qui recense toutes les structures qui réunissent des entrepreneurs. Ça fait beaucoup de choses. Est-ce que j'ai oublié certaines parties? Non, c'est exactement ça. Ok, bon bah nickel. Donc ouais, j'ai remarqué en préparant cette interview que y a une caractéristique qui se retrouvait dans tous tes projets, c'était l'humain, le fait de rassembler les gens, de fédérer, de les réunir. En quoi c'est important pour toi et à quel moment tu t'es dit, ouais, moi en fait c'est ça que j'ai envie de faire, parce que c'est vraiment un truc qu'on retrouve sur tous tes projets. Ouais. Bah écoute, en fait, c'est une bonne question. Je te dirais, c'est quand j'ai commencé à me mettre à mon compte, c'était pour créer ma première agence de com et je travaillais tout seul. Et très vite, j'ai intégré un club business, j'ai commencé à avoir des clients et tout seul, en fait, j'arrivais pas à répondre à la demande. Et puis, je faisais plein de boulettes. J'arrivais pas à livrer en temps et en heure. J'avais des retards sur mes impressions parce que j'acceptais tous les boulots possibles et inimaginables en me disant, je vais les prendre quand même parce que si je les prends pas, bah, demain, je sais pas comment je vais manger. Donc, il vaut mieux que je les prenne maintenant pour avoir du sûr. Et en fait, compte, très, très mauvaise stratégie. Du coup, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois entouré d'autres personnes qui ont des compétences complémentaires, qui vont me permettre de me structurer, de mieux m'organiser. Et du coup, j'ai commencé à recruter des premiers partenaires et très vite, ça a accéléré. Et là, je me suis dit, en fait, la force d'une boîte, c'est pas sa marque, c'est pas son nom. C'est d'abord et avant tout, en fait, les gens qui la composent. Et si tu as des gens qui composent la boîte, qui sont intéressants, impliqués et motivants, bah ensuite, le développement de la marque va se faire toute seule en réalité. Donc, une fois que j'ai compris ça, tous les projets que je montais, je me suis dit, bah, tiens, à chaque fois que je monterai un concept, il faudrait que je puisse réunir du monde. Et en fait, ça a grandi comme ça au fur et à mesure en me forgeant une façon de penser et une vision très précise de ce que j'ai envie de faire de l'entreprise de demain. Ok. Ouais, c'est assez intéressant parce que j'ai vu aussi que tu étais associé ou cofondateur à chaque fois. Est-ce que ça vient de ça, je suppose? En fait, c'est une volonté. Moi, dans mon entourage, on me dit souvent, Kamel, tu fais trop d'associations, tu t'associes trop avec des gens, tu fais des trucs, tu t'arrêtes, t'en as pas marre. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, la seule chose qui me motive, c'est de travailler avec les autres. Donc, quand je suis entouré de personnes, en fait, je suis galvanisé, je suis dynamisé, ça me fixe des objectifs. J'ai un ping-pong qui se fait mentalement avec mes partenaires et mes associés. Et c'est ça qui me permet d'avancer. Dès que je suis tout seul, il y a une motivation qui est moins importante et j'ai beaucoup plus de mal. Après, c'est par rapport à mes caractéristiques et mon caractère. J'ai besoin d'être entouré de plein de personnes. Moi, une super soirée, c'est quand je suis entouré de 20, 30 amis avec plein de monde. Une soirée avec deux, trois amis, c'est cool, mais c'est pas ce que je préfère. Donc, du coup, j'aime bien avoir beaucoup de monde autour de moi et c'est ça qui me stimule. Et du coup, dans mon business, ça se ressent aussi, en fait. Ok. T'es un peu extraverti du coup. Je suis un peu extraverti, on va dire, tant qu'on parle de mes activités, de l'univers professionnel, je dirais, je suis assez extraverti sans aucun problème. Dès qu'on parle de mes choses un peu plus perso, je tousse. Ok. Ouais, ouais, non, mais J'ai un peu Ouais, plus en de fait, mal, on va dire. Voilà.
tu te nourris des échanges avec les autres. Ouais, complètement. Mais depuis quelques années, quand même, je fais un gros travail sur moi-même et j'essaye d'assumer qui je suis, comment je suis pour pouvoir être pleinement moi-même et non pas avoir un caractère dans le boulot et une autre façon d'être hors du boulot, histoire d'être un petit peu aligné dans les deux univers. J'essaye de m'extravertir un peu de manière générale et de m'accepter tel que je suis en réalité. Ok. Donc c'est pour ça que tu as créé We Welcome notamment, où c'est un espace qui réunit les gens. Donc en fait, c'est vraiment tout ça, tous tes projets, en fait, c'est une extension vraiment de toi-même. Je pense que n'importe quel entrepreneur, c'est toujours un petit peu ça. On a une idée, on Mm. a une envie, on a une façon de voir la vie et les choses, et on se dit, tiens, il y a un manque à ce niveau-là. Tiens, si je créais une boîte dans ce domaine-là pour faire exactement ce que moi j'ai envie de projeter. Et le Welcome, en fait, c'était exactement ça. C'était de se dire, comment je peux créer un lieu qui réunit mes deux passions. Moi, quand je suis entouré d'entrepreneurs, souvent on me dit, mon Kamel, c'est un artiste. Et quand je suis avec des artistes, ah, tu sais, Kamel, c'est un businessman. Donc, du coup, c'était très particulier d'avoir cette double casquette vue de manière différente par des gens différents, alors que je suis toujours la même personne. Et je me suis Ouais. dit, en créant le Welcome, je voudrais créer quelque chose qui soit culturel et artistique, mais en créant un véritable modèle économique où on partage les bénéfices et les recettes que l'on fait à l'intérieur du lieu. Et donc, tout le Welcome s'est construit comme ça. On est 6-7 aujourd'hui à travailler au sein de Welcome. Je n'ai pas de salariés, c'est que des indépendants. Et en fait, tout ce qu'on produit, on le partage. Ouais, c'est assez intéressant parce que, enfin, surtout, We Welcome, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en détail ce que c'est pour qu'on comprenne réellement, Ouais, complètement. concrètement? En fait, c'est un lieu culturel où on va rassembler pas mal de disciplines différentes. Un exemple dans la programmation, on a des one-man shows tous les mardis, on a des spectacles pour enfants tous les mercredis, on a des concerts régulièrement le jeudi, on a des pièces de théâtre d'humour tous les vendredis, et les dimanches matins, on a des spectacles pour enfants. Et en plus, on fait des locations de salles. Donc, on a une grosse programmation régulière. On a eu Paul Mirabel il n'y a pas longtemps, on a eu Nawel Madani il n'y a pas très longtemps. Mais on a aussi des stand-uppers qui démarrent et qui ont besoin de se faire connaître, etc. Donc, on accueille un peu tout le monde. On a des scènes ouvertes, on a des plateaux d'humoristes, etc. Donc, on fait des expositions régulièrement, on accueille des événements d'entreprise, etc. Et même les artistes qui viennent jouer chez nous, on parle toujours d'un modèle économique où tout ce qu'on va produire, toutes les entrées qui vont se faire, je ne paye pas les artistes, on partage 100% de ce qui a été généré en termes de chiffre d'affaires. Et du coup, c'est la logique que nous, qu'on a mis en place au Welcome, et c'est ça qu'on veut faire avec tout le monde pour essayer peut-être de mettre ma petite pierre à l'édifice et de voir comment est-ce qu'on peut faire sortir le monde artistique de la subvention et de la sursubvention de l'État. Mais pour moi, un artiste, c'est un entrepreneur qui vend son art, en fait. Et comme n'importe quel entrepreneur, j'ai envie de dire. Sauf qu'il a une qualité artistique et c'est ça dans lequel il doit trouver un modèle économique et ne pas dépendre de subventions ou d'aides de la mairie ou de l'État, etc. Ouais. Surtout quand on sait que le statut d'artiste, c'est un peu précaire. Enfin, il y en a beaucoup qui Non, n'arrivent pas à vivre. mais c'est ça, je pense qu'on a 10% ou 15% qui arrivent bien à en vivre et le reste qui galère. Parce que le modèle, c'est que du coup, on attend après les autres pour toucher son cachet. Alors que si on était proactif, qu'on avait monté une structure, qu'on allait chercher des clients, qu'on allait chercher un endroit vraiment comme une véritable entreprise, et si on n'est pas commercial, se faire entourer d'une autre personne qui peut nous aider comme un manager ou comme un commercial, du coup, on rentre dans une logique d'entrepreneuriat. Et là, on peut commencer à voir comment est-ce qu'on peut en vivre en faisant des masterclass, en faisant des formations, en faisant du coaching, en faisant des performances, en montant sur scène, en donnant des cours. En fait, il y a plein de choses qui peuvent être faites par un artiste, mais on pense toujours à sa performance sur scène en disant il faut que j'aille chercher un cachet pour gagner ma paye à la fin du mois. Et je trouve ça dommageable. Et quand tu vas à l'étranger et que tu as la chance de voyager un peu, tu te rends compte que c'est pas partout pareil, quoi. Et c'est beaucoup comme ça en France, mais pas partout pareil. Ok. Ouais, parce que c'est vrai que les artistes, souvent, ils sont pas commerciaux du tout. Un peu comme les freelances. Certains freelances, ils ont de bonnes compétences, mais ils n'arrivent pas à se vendre. Et du coup, en fait, ils galèrent. C'est grave. Euh, et c'est là où l'association, où tu me diras, il y a des collectifs de freelance qui existent pour justement permettre aux freelances de se concentrer que sur leur mission. En fait, c'est vrai que les artistes, souvent, ils galèrent parce que ils n'ont pas envie de prospecter, ils n'ont pas envie de démarcher. Tout ce qui est commercial, ça les intéresse pas, sauf que s'ils vendent pas leur œuvre, il se passe pas grand-chose pour eux, quoi. Exactement. Ok. Alors Ouais, donc, que comme un graphiste qui veut vendre son design, s'il fait que de vendre du graphisme, s'il a beaucoup de clients, il va pouvoir en vivre. Mais il y a beaucoup de freelance dans le graphisme qui, comme un artiste, galèrent et ont du mal à trouver assez de clients. Du coup, en s'entourant, en s'associant, en allant chercher des compétences complémentaires, en faisant partie d'un collectif, ou rejoindre un club d'affaires, ou en s'entourant d'autres personnes, on peut trouver des hmm. complémentarités qui font que chacun va pouvoir amener sa pierre à l'édifice pour qu'on partage des choses et monter en compétences ou s'entourer de personnes qui ont ces compétences-là.
Donc, en réalité, ça vient répondre un petit peu à cette idée-là. Et c'est pour ça que l'idée du Welcome a été créée au départ. C'était pour faire un lieu culturel avec zéro subvention d'État. Et c'est important pour moi de le préciser parce que même la mairie de la ville dans laquelle je suis ne me subventionne pas du tout. Et c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, c'est parce que je souhaite ne pas être subventionné et je veux être complètement indépendant. Donc, créer des partenariats avec les communautés, les élus locaux, etc., pourquoi pas, mais surtout pas de subvention parce que je veux prouver qu'on est capable de faire de la culture et de l'art avec aucune subvention d'État. Pour moi, ce n'est pas aux contribuables de payer le développement économique des artistes. Ok. Et du coup, c'est un modèle économique qui marche, du coup, parce que ça fait quelques années déjà que c'est Ah, ça créé fait ça. 10 ans. Ça fait 10 Ah ans. oui. Ouais. Ça fait 10 ans et ça marche. Ouais, donc le modèle économique est bien prouvé là pour le coup. Et on a même subi le Covid comme tout le monde. Et comme j'avais zéro salarié, zéro charge, c'était super simple en fait. On a éteint la lumière pendant le Covid, on a rallumé la lumière, on est reparti en fait. Ouais. Et en fait, c'était facile parce que du coup, tout le monde gagne par rapport à ce qui est produit. Et moi, ça ne me dérange pas du tout de faire un chèque de 3 000 ou 4 000 € à un de mes programmateurs parce qu'il a programmé des super spectacles et que du coup, on a bien rempli. Bah, il y en a qui vont te dire, mais, 3 000, 4 000 € pour un programmateur, c'est ultra bien payé. Ouais, mais s'il a gagné ça, c'est que j'ai gagné pareil. Donc, en fait, c'est tout bénéf pour tout le monde, en fait. Donc, let's go. Ouais, t'es vraiment dans Toi, t'hésites pas à partager le gâteau, quoi. Ah ouais, au contraire. À partager le gâteau, mais je dirais plus que ça, à fabriquer plein de gâteaux qu'on va tous partager. Ouais. Ça, c'est une bonne philosophie qu'on retrouve un peu chez les réseauteurs ou les networkers, ou même dans l'entrepreneuriat en général, parce que souvent, tu as des gens qui disent, oui, moi, je ne veux pas trop m'associer, machin, ou je ne veux pas trop partager ce que je fais. Sauf que le problème, c'est que plus tu en parles, plus il y a de gens qui en parlent, plus ça agrandit le gâteau, et plus tu peux prendre de part de ce gâteau. Et c'est vrai que je trouve ça dommage que certains passent à côté de partenariats ou autres, parce que question d'ego, question de concurrence, alors qu'en réalité, des fois, il n'y a pas de question de concurrence, quoi. Ouais, complètement. Pour moi, la concurrence, elle existe seulement quand, par exemple, tu as trouvé un concept chez quelqu'un et tu vas faire un copier-coller exactement pareil avec un autre nom de marque pour lui piquer son business. Ok, là, Mm. on peut dire que c'est un véritable concurrent. Mais deux agences de com qui ne sont pas concurrentes, elles font la même activité, mais pourtant, les personnes qui la composent sont de profils différents, avec des touches artistiques différentes, avec des stratégies différentes, avec une typologie de clients différente. Est-ce que vraiment elles sont concurrentes? Bah, Ouais, moi, je suis pas sûr. En tout cas, moi, je ne ouais. vois pas ça. Bah, au regard extérieur, on peut se dire que oui, alors qu'au final, non, c'est un peu comme les réseaux. Hmm. Tu vois, bah, tu as été dans des réseaux d'affaires, donc tu connais bien le sujet. T'as certaines personnes, en fait, se disent oui, on va pas partager avec d'autres réseaux ou autres. Sauf que la réalité, c'est que quand tu es entrepreneur et que tu es dans un réseau, souvent, tu es quand même dans un deuxième réseau. Bien Euh, sûr. c'est assez fréquent. Et donc, en fait, limite, les réseaux gagneraient plus à s'associer, à s'entraider, à faire des partenariats, plutôt qu'à un peu se faire la guéguerre de dire oui, nous, on est mieux qu'eux. Ou alors des réseaux qui se créent en opposition à d'autres réseaux. Ils se disent oui, nous, on a créé ça parce que ça, c'était nul. Ouais, mais un réseau ne peut pas plaire à tout le monde. Donc, certes, tu t'adresses à d'autres types de personnes. Et c'est là où la notion de concurrence, tu vois, elle est assez. Tu vois, au regard extérieur, on pourrait dire, OK, en fait, tous les réseaux d'affaires sont concurrents, mais en réalité, pas tant que ça, quoi. Ben non, non pour plusieurs raisons. C'est que du coup, le réseau d'affaires, c'est quoi en réalité? C'est un assemblement de personnes différentes qui s'entendent bien et qui vont apprendre à se connaître et échanger du business, hein. Donc ça veut dire que le club qui s'appelle Y, hein, qui est basé dans telle ville, et le club X qui est dans une autre ville juste à côté, est-ce que c'est même quand c'est la même marque ou le même réseau d'affaires, en fait, c'est pas le même club non plus. Moi, quand j'étais à l'époque dans le réseau d'affaires dans lequel je travaillais, j'avais à un moment donné jusqu'à une vingtaine de groupes d'entrepreneurs différents. Et quand j'allais visiter régulièrement chacun des clubs, et ben en fait, c'était jamais la même ambiance, hein. Pas la même structure, pas la même organisation. Et pourtant, ils ont tous le même script, hein. Mais c'est pas le même Ouais. accueil, c'est pas la même culture, c'est pas la même façon de présenter, c'est pas la même façon de se mouvoir pendant l'événement. Des événements où on s'amusait super bien, très fun, etc. D'autres, c'était emmerdant à mourir. D'autres qui étaient complètement dans tous les sens, d'autres qui commençaient en retard et d'autres qui étaient très psychorigides, etc. Et donc, en fait, la preuve que même dans la même marque, les clubs et les personnes, en fait, les clubs sont différents parce que les personnes qui la composent sont différentes. Mm. Donc, en fait, pour moi, c'est pas une concurrence. Et quand on va rejoindre un club, quelle que soit la marque que l'on va rejoindre, en fait, on va rejoindre un groupe de personnes. Et c'est d'abord ça qu'il faut regarder ensuite. Ouais, tu rejoins des humains, tu rejoins des valeurs, tu Mais rejoins bien peut-être sûr, une cause, si le exactement. club a une cause précise. Donc, ouais, non, mais c'est pas assez comme une asso, quoi. Souvent, quand tu t'engages bénévolement dans une asso,
souvent c'est parce que ça te touche, c'est parce que tu as des valeurs communes avec les personnes de l'asso. Euh, Complètement. Et ah, ouais, c'est pour ça aussi que tu as pas mal d'entrepreneurs qui sont dans plusieurs réseaux, comme tu le disais, Lucas. C'est que tu trouves pas tout ce que tu as besoin de trouver dans un seul club. Il y a un exemple que je prends très souvent. Tu es, diagnostiqueur immobilier. Du coup, trois quarts de tes clients, en fait, tu arrives à les obtenir grâce aux agences immobilières. Dans un club business où tu as un agent immobilier avec qui tu bosses, est-ce que cet agent immobilier, il peut t'apporter assez de recommandations et assez de business pour te faire 100% de ton chiffre d'affaires? Bien sûr que non. Donc, il faut que tu rencontres d'autres agents immobiliers pour développer ton activité, ton business. Sauf que la grande majorité des clubs, il y a une clause de non-concurrence à l'intérieur du club, ce qui est tout à fait normal pour moi, à mon sens. Mais du coup, ça veut dire qu'il faut que je sois dans plusieurs clubs pour rencontrer d'autres profils, d'autres entrepreneurs qui vont m'aider à développer mon activité. Donc, de se dire, je vais contraindre mes entrepreneurs à être que dans un seul club, c'est une hérésie, en fait. Et en en plus d'être une hérésie, c'est contre-productif parce que ça va juste donner envie aux autres de de s'inscrire, partir. de partir. Ouais. Ouais, parce que souvent, quand on nous interdit quelque chose, on a envie d'enfreindre un peu cette petite règle. Et puis aussi, Complètement. un truc, c'est aussi l'humain. Parce que certes, tu peux rencontrer des personnes dans l'immobilier, mais si humainement, ça ne matche pas avec la personne, bah, c'est pas grave, tu vas en rencontrer d'autres. Donc, Et ça, c'est encore un argument supplémentaire. Imagine-toi dans ton club business avec lequel tu travailles régulièrement, tu as un agent immobilier et en plus, tu t'entends pas avec lui. Ça ne ouais. matche pas humainement parlant. Bah, comment tu fais pour développer ton business? Bah, faut aller dans un autre club. Ah non, mais c'est tout à fait ça. Donc, et du coup, ça fait un bon parallèle parce que toi, t'as été directeur régional au sein du BNI pendant 13 ans. Euh, c'est quoi qui t'a le plus plu là-bas? Parce que rester 13 ans, quand même, c'est long. Il y a forcément des choses qui t'ont aidé. C'est quoi un peu ces choses? Tu peux nous en dire plus là-dessus? Eh ben, disons que quand je suis devenu entrepreneur, moi, je me suis mis à mon compte en 2007 et j'ai fait la même bêtise que 70% des entrepreneurs. Ça veut dire que j'ai attendu ma troisième année avant de comprendre que les clubs d'affaires existaient et d'en intégrer un. C'est une stat qu'on a régulièrement, c'est qu'il y a 70% qui attendent la troisième année. Et pour moi, c'est une erreur fondamentale parce que c'est autant de temps perdu pour développer ton réseau. Mais une fois que je l'ai découvert et que je suis rentré là-dedans, j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans un club BNI pour plein de raisons différentes. Et une fois que je suis rentré dedans, moi, la première année, j'ai fait 50 000 euros de chiffre d'affaires. Du coup, je suis resté 13 ans chez BNI, mais je ne suis pas resté 13 ans dans le même rôle. Pourquoi je suis resté aussi longtemps? Parce que j'ai eu une évolution au fur et à mesure de mes différentes aventures. La première année, les deux premières années, quand je suis arrivé, j'étais simple membre, en fait, hein. Je suis rentré en tant que membre. Donc, moi, ma première année, j'ai généré quasiment 50 000 euros de chiffre d'affaires. J'avais 3 ans d'existence. C'était plus que les 3 premières années que j'avais fait en chiffre d'affaires. Donc, pour moi, c'était colossal. Et du coup, au bout d'un an ou un an et demi, j'ai un ami Pascal qui m'a demandé de créer un groupe BNI. Donc, je suis devenu directeur consultant. Donc, j'ai créé un autre groupe sur le secteur de mots. Puis après, j'ai créé un deuxième groupe sur le secteur de l'AMI. Puis après, il m'a demandé est-ce que tu veux recruter d'autres directeurs consultants pour les chapeauter et donc devenir directeur de zone. Bah, j'ai dit, bah ouais, pourquoi pas. Et donc, j'ai créé d'autres groupes par la suite. Et au bout de 2, 3 ans, je suis devenu son adjoint. Et donc, j'ai commencé à être directeur régional pour lui, parce qu'il était franchisé sur la Seine-et-Marne. Et on a créé une dizaine de groupes sur le département de Seine-et-Marne. Puis après, il gérait le 77 et le 91. Et je l'ai aidé à développer le 77 et 91, où on a recréé encore 5, 6 groupes tout ça Ok. sur le secteur. Et donc, et tout ça au bout de 13 ans. Et à chaque fois que je créais des groupes, ça me ramenait des nouveaux contacts, des nouveaux réseaux, du nouveau business. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est une super dynamique de ne pas prospecter du tout et simplement rencontrer plein de gens qui, au bout d'un moment, te demandent toujours, mais toi, Kamel, tu fais quoi dans la vie en plus de cette activité-là? Bah, moi, en plus, j'ai une chance de com. Ah, d'accord. Et puis, du coup, comme je leur donne des conseils régulièrement, que je les aide régulièrement, bah, en fait, tout le monde me renvoie l'appareil et tout le monde me renvoie des contacts, du boulot, etc. Et c'est comme Ouais, ça que pendant 13 ans, j'ai développé mes activités. Et moi, je conseille à tout le monde d'intégrer un club business, voire même de s'impliquer dans le club dans lequel il est, pour travailler sur l'organisation, pour être visible à l'intérieur de son club, pour justement, en fait, se dire, tout le monde sait qui je suis. Et quand tout le monde sait qui tu es, bon, bah, forcément, tu en as qui vont t'adorer et d'autres qui vont te détester. Mais plus tu es clivant, plus on parle de toi et plus tu as des chances de rencontrer des gens qui vont t'adorer et avec qui tu vas pouvoir travailler. Et donc, ouais, totalement. c'est ça pour moi qu'il faut aller chercher. Les gens qui t'admirent ou qui te respectent, avec qui tu vas pouvoir créer des relations business. Et les autres, bah, c'est pas grave, t'avances. Ouais, en fait, en fait, être proactif dans un club, parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui rejoignent, et en fait, ils font pas grand-chose, voire des fois, au bout d'un mois, ils ne viennent plus, ou autre. Euh, c'est sûr que, euh, et je pense que c'est bien aussi de le dire, quand tu rejoins un club, oui, ça peut fonctionner, mais faut apprendre à donner, comme toi tu as fait, ou quand tu dis que tu donnais des conseils, tu t'impliquais dans le réseau, bah, tu as donné ta personne, et du coup, tu as eu des retours en conséquence de ton investissement. Donc oui, ça marche, mais par contre, ça prend du temps, parce que pareil, les gens,
C'est pas au bout d'une semaine qu'ils vont venir vers toi et te dire, ah bah tiens, je trouve un client pour toi. Donc ouais, s'investir, en fait, c'est au-delà de rejoindre le club, faut pas être en position de demandeur et attendre. Faut plutôt être proactif, donneur aussi, et pas hésiter à donner. Et c'est là où souvent tu peux avoir des résultats. Enfin, moi, je le vois aussi au sein de Mitro, les personnes qui ont eu des résultats, c'est ceux qui ont donné des conseils, qui étaient Ouais, là pour les autres, qui ont répondu présent. Bah ouais, tu vois, et ceux qui n'ont pas eu de résultats, bah, c'est ceux qui, au bout d'un mois, ont plus donné signe de vie. ouais. Et Donc, ouais. il y a des centaines, j'ai des centaines d'exemples comme ça depuis 13 ans. Je vais donner un exemple qui me vient à l'esprit rapidement. Un assureur qui était chez AXA, qui avait rejoint un groupe BNI et qui, au bout d'un an, a dit que ouah, BNI, c'est nul, ça sert à rien, j'ai perdu un an de cotisation, j'ai pas récupéré de business, etc., etc. Donc, il était très énervé parce que très frustré parce qu'il n'a pas réussi à générer et développer du business, hein. Et du coup, dans le même temps, je lui dis, mais est-ce que tu as été voir tes confrères chez AXA qui sont dans d'autres clubs, en fait? Bah, non, je ne savais pas qu'il y en avait. Bah, bien, je vais te présenter un autre assureur qui est dans un autre club BNI. Et lui, tu vas voir, il va te dire un petit peu comment il fonctionne. Et je me rappelais que lui, en fait, il avait généré un truc comme 50 ou 60 000 euros de chiffre d'affaires grâce à son groupe. Et du coup, ils ont la même enseigne, la même activité, le même produit, le même service dans le même club business. Il y en a un, il a fait zéro, et l'autre, il a fait 50 000 euros. C'est bien la preuve que ce n'est pas un problème de concept et de BNI, c'est un problème de personne. Et je parle de BNI parce que je connais BNI, mais en réalité, c'est exactement la même chose dans n'importe quel club business. C'est une Hmm. question de personne, en fait. Si tu t'impliques et tu joues le jeu et que tu essaies d'aider les autres réellement, sincèrement, eh ben, il y en a d'autres qui vont venir te renvoyer l'appareil. Ouais. Et ça c'est des exemples comme ça, j'en ai des centaines. En fait, c'est moi ce que je dis souvent, que ce soit sur les réseaux ou autre, c'est une question de philosophie, d'état d'esprit, quoi. Si tu as vraiment envie de faire bien les choses, il n'y a pas de raison que ça marche pas pour toi. Après, le truc, c'est que c'est pas miraculeux. Non, Faut mettre en place des process, tu as des stratégies, faut relancer régulièrement, faut se montrer, comme tu as dit. Faut que les gens ils pensent à toi, ils t'aient en tête, et le jour où ils ont besoin d'un service, ils vont se dire, ah bah oui, c'est vrai, tiens, il y a Kamel qui fait ça. Et ça, en fait, c'est un travail de tous les jours. Et je pense que la plupart des gens qui rentrent dans ces clubs-là n'en ont pas conscience, tu vois, parce que on leur dit, ouais, vous allez avoir des recommandations du business. Du coup, ils se disent, OK, bon, bah, je vais en réunion, je suis assis sur ma chaise, j'attends. Et en réalité, ça marche pas comme ça, quoi. Donc, non, mais c'est important de le souligner, c'est vraiment une question d'état d'esprit. Et on parle de réseau d'affaires, mais ça peut être aussi même sur LinkedIn ou en ligne, tu vois, quand tu rencontres des gens. Moi, il y en a qui ont déjà travaillé ensemble sur LinkedIn. C'est pareil, c'est créer de la relation, c'est t'intéresser à l'autre, savoir ce qu'il fait. Et faut vraiment être proactif, tu vois. Comme les gens qui attendent des likes sur les réseaux, tu vois, ils postent sur les réseaux, ils disent, ah, mais moi, j'ai pas de likes, machin, tout ça, les réseaux sociaux, ça marche pas. Bah oui, mais en même temps, si tu n'interagis pas avec les autres, si tu fais juste poster et que tu attends en retour, bah, les gens, ils vont pas venir te voir si toi, tu vas pas les voir, quoi. ouais, complètement, complètement. Mais bon, c'était une bonne chose de le rappeler, je pense, si jamais il y en a qui sont dans des réseaux et qui nous écoutent et Ouais, qui n'ont pas complètement. de résultats, ou qui ont des résultats, bah, continuez, c'est bien. Ouais, c'est clair. Et puis un truc que je me suis rendu compte aussi en 13 ans, et c'est aussi comme ça que l'idée de Other est née au fur et à mesure, c'est qu'il existe plein de clubs et plein de groupes différents avec des modes de fonctionnement tous différents, des budgets tous différents, des fréquences tous différents, des organisations différentes. Et je pense que plus il y aura de clubs et plus il y aura de personnes qui vont intégrer les clubs parce qu'ils vont trouver des clubs qui leur ressemblent. Et moi, quand j'étais dans BNI, je disais régulièrement en fait que le réseau BNI, c'est pas fait pour tout le monde. Non, mais clairement, c'est rigide, c'est structurant, il y a pas mal, beaucoup d'obligations, c'est tôt le matin, tu peux te faire exclure, il y a une relation qui est parfois particulière et conflictuelle, mais en même temps, il y a des résultats. Donc moi, j'ai toujours dit qu'en fait, moi à l'époque, j'avais besoin d'un concept comme BNI qui allait me contraindre à faire certaines choses, à m'organiser, à me forcer à me lever le matin, parce que je commençais toujours à 10 heures, et du coup, j'ai pris le pli de me lever tôt le matin à ce moment-là, etc. Donc c'était bien pour moi. Et en plus de ça, à l'époque, il n'y avait que BNI. Il n'y avait pas beaucoup de clubs business qui existaient à l'époque, Ouais. 2010. Alors qu'aujourd'hui, il y en a pléthore. Rien que sur la Seine-et-Marne, on a à peu près une soixantaine de clubs d'affaires et de marques différentes. Donc, imagine-toi, donc il y en a énormément, et il y en a encore d'autres qui sont en train de se créer. J'entends des gens qui ont envie de créer leur propre club avec une façon de voir les choses différentes. Et donc, du coup, tous les clubs ne sont pas faits pour tout le monde. Donc, en fonction de ton budget, de ton année d'existence, de ton expérience, du temps que tu veux y consacrer, est-ce que c'est toutes les semaines, est-ce que c'est tous les 15 jours, est-ce que c'est une fois par mois, est-ce que le niveau de convivialité, il y en a qui te disent non, mais moi je veux un club convivial. Et d'autres qui te disent non, non, moi je veux un club business. En fait, les deux ont raison et les deux ont tort parce que j'ai donné un exemple aussi souvent. Dans les clubs business que j'ai fréquentés, quand il y avait beaucoup de convivialité, eh ben, en général, il y a peu de business.
Et quand tu as des clubs business qui sont très rigides, il y avait très peu de convivialité. Et donc, du coup, le vrai truc, c'était comment tu fais pour trouver ce fameux équilibre de se dire, il faut que Choisir ce soit aussi. cool et convivial, mais en même temps ultra structuré, parce qu'on est quand même là à un moment donné aussi pour essayer de se développer et faire du business. Et Ouais. pas juste une réunion de copains. Et donc, la réunion de copains, pour moi, c'est le à côté, c'est le après. Et c'est la cerise sur le gâteau, la réunion de copains. On va devenir copains avec les gens avec qui on travaille régulièrement. Et ça, c'est génial. Mais d'aller aller dans un club business, tu te dire, je vais me faire une bande de copains pour aller prendre un petit déjeuner, tu n'as pas besoin de payer une cotisation pour faire ça. Rappelle deux, trois potes et va prendre un petit déjeuner avec eux toutes les semaines, ça marche aussi. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est important de le dire que tous les réseaux ne conviennent pas à tout le monde. Certains vont s'y retrouver, que ce soit en termes de valeur, en termes d'organisation. Certains ont besoin peut-être de coups de pied au cul. D'autres préfèrent des trucs un peu plus légers, un peu plus light, moins engageants, du coup bah, aussi moins chers, mais qui leur correspondent aussi parce ils sont peut-être plus à la recherche de se détendre ou de la convivialité. C'est pour ça que quand je disais que les réseaux ont davantage intérêt à faire des partenariats entre eux, notamment dans les réseaux qui se complètent. Euh, Tu vois, si tu as un réseau qui est plus axé convivialité et l'autre plus axé business, bah, peut-être qu'un équilibre entre les deux, tu vois, peut-être qu'une personne va dire, OK, bah, là, le mardi, je vais chez Benny, le jeudi, je vais chez Y, et du coup, je m'y retrouve globalement. Je peux trouver un équilibre comme ça. Et en plus, c'est que chaque entrepreneur est unique. Euh, et c'est ça qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est que chacun, il y en a, ils vont dire, oui, Benny, ça marche, mais peut-être que si toi, dans ton caractère, euh, ça ne matche pas, bah, ça va pas marcher pour toi. Parce qu'après, tu peux pas te forcer à faire les choses au bout d'un moment. Toi, tu me dis que tu es resté 13 ans, c'est que bon, bah, enfin, ça matchait quand même d'un point de vue à certains niveaux quand même pour rester 13 ans dans le même club. Ouais, mais en même temps, pour être totalement honnête, ça ne matchait pas avec tout le monde, hein. Moi, j'avais plein de groupes avec lesquels j'avais des conflits, des gens avec qui je ne m'entendais pas du tout, mais j'ai envie de te dire, comme dans la vie réelle, en fait. Du coup, je Mm. n'étais pas non plus unanime auprès de tout le monde parce que bah, quand la marque et la franchise te disent bah, c'est ça le mode de fonctionnement et qu'il faut le faire appliquer, bah, il y en a qui le comprennent parfaitement et qui arrivent à comprendre le sens des règles du jeu, et d'autres qui ne sont pas du tout d'accord, et qui partent du principe, mais Kamel, tu nous emmerdes, laisse-nous tranquille. Ouais, les gars, je veux bien, mais le problème, c'est que moi, j'ai un patron ici et il faut que je fasse respecter les règles. Et donc, tu leur expliques le pourquoi des règles, parce que c'est pas juste la règle pour la règle. Mais malgré ça, t'en as qui veulent pas entendre. Et à partir du moment où c'est une règle, j'en veux pas. Du coup, ça veut dire que je me suis rendu compte que, comme dans ma vie réelle, et comme je te le disais, moi, je suis quand même un peu client, j'avais à peu près 30% des gens qui m'adoraient. J'avais 30% des gens qui pouvaient jusqu'à me détester et 30% en fait qui n'avaient pas d'avis particulier sur moi en fait. Ouais, Kamel, ouais, je sais qui c'est, ni plus ni moins. Et en fait, c'est cool. Et du coup, C'est ok, mais je le prenais très mal et je le prenais beaucoup pour moi au début. Et puis quand j'ai lu un bouquin qui sont les quatre accords Toltec, je me suis rendu compte en fait il faut jamais rien prendre pour soi. Donc en réalité, c'était pas contre moi qu'ils en avaient en réalité. C'est plus ouais. contre le fonctionnement, la marque, etc. Et ça s'est focalisé sur moi. Mais si déjà j'arrive à avoir 30% des gens que je rencontre qui me respectent et qui m'aiment bien, c'est déjà énorme en réalité. Mm. Ouais, c'est un peu comme, en fait, pour eux, tu étais la figure qui représentait les règles, alors qu'en soi, elles venaient pas de toi, toi, tu étais juste le messager. Tu vois, c'est un peu comme, je sais pas si tu as déjà entendu parler de cette anecdote. Il y a des gens, quand on voulait au présentateur météo, parce qu'en Ouais, fait, pour eux, ils étaient responsables du mauvais temps dehors. Et c'est du coup, ils ça. disaient, ouais, c'est de votre faute s'il fait chaud, c'est de votre faute s'il pleut et tout. Alors qu'eux, ils présentent juste un bulletin météo, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que je pense que c'est un peu, c'est psychologique, hein, c'est de la psychologie humaine. Mais tu fais bien de le rappeler. Et justement, j'allais te demander comment toi, tu avais géré les critiques. Donc, tu nous as dit, début de réponse, c'est les quatre accords Toltec. C'est quoi un peu ce livre? C'est quoi justement ces quatre accords? Alors, les quatre accords de tête, je me rappelle, hein, mais le premier, déjà, qui est super important, c'est avoir une parole impeccable. C'est-à-dire ne jamais parler derrière le dos de quelqu'un, de critiquer, de faire passer des messages de manière insidieuse, etc., d'avoir une parole impeccable. Ça, pour moi, c'était quelque chose de base. Je l'ai beaucoup subi et je l'applique moi au quotidien, c'est de ne jamais parler de personne. Ça, c'est la première chose. Ensuite, tu as un deuxième accord, justement, qui est de ne pas le prendre pour toi personnellement. Donc, ne rien de prendre personnellement. Le troisième accord, c'est de faire de son mieux. Donc, pas de regret. Si tu as fait le max, tu as fait de ton mieux, bah, du coup, c'est cool. Pas de regret. Et puis, le dernier c'était quoi déjà euh, donc, c'est la preuve que celui-là, je ne l'applique pas des masses, hein, encore. Je me rappelle plus du quatrième accord. Zut, je saurais plus te dire le quatrième accord. Bah, peut-être comme ça, je saurais plus te dire. Mais en tout cas, J'essaie de le rechercher. je vais retrouver.
garder une parole impeccable, euh, ne pas le prendre pour soi, faire de son mieux. Et le Non. dernier, je me rappelle pas. Euh, quatrième accord Toltec. Ah non, le quatrième, c'est faites toujours de votre mieux. Ah ouais? Le troisième, c'est ne faites aucune supposition. Ah voilà, c'est celui-là. Et ça, pourtant, effectivement, je ne l'applique pas des masses. Euh, je me fais tout le temps plein de films sur plein de choses. Et émotionnellement, ça monte très très vite. Et après, il me faut toujours un petit temps pour que ça redescende et que je me dise justement, faut pas faire de supposition. Tu as un doute, tu as un truc, appelle la personne ou demande-lui Ouais. directement, frontalement. Des fois, ça plaît. Et des fois, ça ne plaît pas. Si tu me poses la question, c'est que tu doutes sur moi, c'est que, etc. Alors que non, je veux juste savoir. Mais du coup, c'est pas facile à appliquer d'être totalement Ouais. transparent, totalement honnête. C'est pas facile à doser parce qu'en plus, chacun réagit différemment. Il y a quelqu'un, tu vas lui demander, il va dire, ah bah oui, t'as bien fait de m'appeler et tout ça. Et d'autres, il va dire, ouais, non, en fait, tu remets en doute ce que je dis, tout ça. Donc, c'est vrai que Il n'y a pas on de va dire, c'est le vérité. principe, mais après, bon, comme tu dis, hein, tu peux pas plaire à tout le monde non plus. Non. Donc, en fait, plus globalement, en fait, il faut réussir aussi à prendre du recul sur la situation. Ouais, c'est ça. Notamment toi, quand tu étais dans ta posture de dirigeant régional, forcément, tu as des critiques, forcément, tu as des gens qui te soutiennent. Il faut réussir à prendre du recul et comme tu dis, ne pas le prendre pour soi et peut-être plus se dire, OK, ils en veulent au directeur consultant, mais ils en veulent pas à Cam, tu vois. Ouais, c'est Ça ça. peut être un début de piste pour les gens qui reçoivent des critiques. Ou peut-être qu'ils sont pas d'accord avec le message, mais c'est pas pour autant qu'ils me détestent. Enfin, faut Ouais, réussir à prendre du recul, ou alors sinon rester stoïque. Parce que je sais qu'il y a aussi un livre qui parle notamment ceux qui pratiquent le stoïcisme par les entrepreneurs, et je sais que ça marche assez ouais, bien ça pour eux. va. C'est vrai. Et j'ai envie de te dire, et même quand certains te détestent pour toi en tant que personne, bah, ils ont le droit en fait. OK? Bah, c'est OK en fait. Ils ont le droit. De toute façon, je ne peux pas plaire à tout le monde. Ils feront partie de ces 30% qui ne m'apprécient pas. Et puis, il faut être OK avec ça en fait. Ou Mais alors, je fais c'est le pas parti du évident. lisse. Tu peux faire aussi le choix de te dire, bah, je vais être lisse, je vais faire comme ce que tout le monde dit, je vais jamais partager mes valeurs et mes principes, quitte pour ne froisser personne. Bah, en fait, j'ai pas fait ce choix-là. Et donc, du coup, je préfère être moi-même à 100%, quitte à choquer, quitte à ne pas être d'accord. Et du coup, ce qui se passe, c'est que du coup, les gens qui restent autour de moi sont des gens qui me ressemblent et qui sont OK avec ce que je pense et ce que je dis. Et les autres, bah, ils ont le droit de ne pas être d'accord, en fait. Il faut être OK avec ça. Mais ouais, en fait, c'est marrant, c'est un conseil qu'on entend souvent et je suis entièrement d'accord, mais la réalité, c'est que c'est dur. Ouais, C'est dur de confronter les gens, d'exprimer ton point de vue, peut-être te dire, bah ouais, ils vont me détester, surtout que c'est des gens que tu es peut-être amené à revoir par la suite. Et je sais que c'est assez dur par rapport à ça, parce que notamment quand tu débutes dans l'entrepreneuriat, où tu dis, ouais, bah, faut que tout le monde m'apprécie, parce que plus le monde va m'apprécier, plus je vais recevoir de recommandations, je vais développer mon réseau. Sauf que c'est pas forcément une bonne chose, même si c'est hyper dur à appliquer. Il y en a qui ont un caractère comme ça, où c'est tout noir, tout blanc, et d'autres, tu vois, moi je sais que je suis un peu comme ça, hein, de dire, moi, tu vois, j'essaie d'être arrangeant et tout, tu vois, j'essaie de ou alors de botter en touche. Tu vois. Quand quelqu'un va commencer un peu à rentrer dans le conflit et tout, je vais dire oui, oui, tu as raison, tu vois, je botte en touche. Donc après, je sais pas si c'est forcément une bonne chose, mais en tout cas, ça fait partie de ma personnalité, tu vois. Je sais qu'il y a des gens euh, qui sont pas dans la confrontation. Moi, je sais que je suis pas du tout dans la confrontation et j'ai du mal justement à. Je sais qu'il faudrait, mais j'ai du mal à y être et à froisser les gens. Ou en tout cas, j'essaie de leur expliquer mon point de vue d'une manière assez douce, on va dire. Donc, ça dépend Ah aussi du ouais, type de personnalité. complètement. Après, le but, c'est pas de froisser les gens. Je pense que c'est juste d'assumer ce qu'on pense, d'assumer Oui, voilà. Et une fois qu'on l'assume, bah, on le dit. Et la forme, en fait, elle est ultra importante. Il faut le dire calmement. Tu me demandais, en fait, quelles sont les choses que j'ai fait pour justement entretenir et gérer un petit peu le réseau. Une chose que j'ai fait aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait une problématique ou un conflit ou quoi que ce soit, en fait, je me démontais pas, en fait. C'est-à-dire que j'aurais pu faire à plusieurs reprises le mort et me dire, bon, là, c'est leur problème, j'y vais pas, ça va passer sous le tapis et ça passera. Non, non, moi, en fait, quand il y avait une critique ou un problème, moi, j'étais plutôt du caractère à aller affronter le sujet, aller jusqu'au bout de l'idée et voir comment est-ce qu'on peut trouver une solution et un compromis. Et je m'en foutais de savoir c'est la faute de qui ou c'est à cause de quoi, etc. Ce qui comptait, c'était, OK, d'accord, le fait est là, qu'est-ce qu'on fait ensuite maintenant pour que ça se passe super bien? Et donc, c'était comment on va chercher cette solution du après, en fait. Donc,
J'assumais tout de A à Z. À partir du moment où c'était droit avec ce que je pensais et mes valeurs, j'assumais tout. Et Mm. avec les erreurs que j'ai fait aussi, hein. Avec les erreurs que j'ai faites, que j'assume parfaitement, j'ai des regrets sur certaines choses, certains remords pour d'autres, mais en même temps, je ne suis pas trahi, j'étais moi-même et je suis OK avec ça, en fait. Ouais, mais en fait, ouais, tu faisais un peu le médiateur au final. Voilà. C'est un peu ça le rôle. Quand tu gères une communauté et que tu dois animer des gens et que tu dois faire en sorte de les faire travailler les uns avec les autres, de leur faire comprendre certaines choses, etc., bah, tu ne dois pas froisser, tu dois les faire interagir. Et quand tu fais interagir les gens, bah, il y en a avec qui ça se passe super bien, d'autres ça se passe pas très bien. Il faut faire l'arbitre, faut être OK, faut être neutre, pas prendre parti. Et régulièrement, en fait, bah, tu prends parti en réalité, parce que du coup, tu es quand même une personne, tu as ta façon de voir les choses. Et si tu es Ouais. d'accord avec l'un ou l'autre, bah, tu dis, bah, moi, je suis plus d'accord avec ça. Après, fais comme tu veux, mais c'est vrai que je suis plus d'accord avec ça. Et t'en as qui préfèrent ne pas le dire, et moi, je préfère assumer. Et c'est OK. Ouais, bah après, c'est un peu aussi ce qui exigeait ta posture de directeur régional. Ouais, Voilà, tu pouvais pas te permettre d'être absent et de laisser des conflits ou des tensions au sein des membres. Euh, complètement. tu nous parlais, tu as dit que là, que tu avais fait des erreurs. C'est quoi un peu pour toi les erreurs que tu as faites et du coup qui se transformeront en conseils? Et ben, par exemple, moi, je suis quelqu'un de très corporate. Donc, quand j'ai une hiérarchie, quand j'ai un boss et qu'on me dit, écoute, Kamel, ce qu'il faut faire, c'est ça. Si je suis d'accord avec l'idée, bah, en fait, moi, je vais l'appliquer. Et les premiers temps, quand j'ai commencé à faire appliquer certaines règles, j'étais tellement convaincu du truc que je leur disais, j'essayais de convaincre tout le monde de le mettre en place, obligatoirement. Parce que je voulais que dans mon secteur, tout le monde soit OK, aligné avec la méthode, que ce soit la méthode la plus appliquée possible, la plus parfaite possible, pour qu'on ait le plus de résultats possible. Dans ma tête, c'était un petit peu ça. En fait, et donc, du coup, je devenais très dogmatique. La règle, c'est ça, il faut appliquer la règle. Et avec le recul, il y a plein de choses que je ferais autrement. Pareil, un exemple concret, à l'époque, on avait une conférence nationale et on nous avait expliqué qu'il fallait plus mettre des tables en U et qu'il fallait créer des arcs de cercle parce que du coup, ça crée de la distance entre les personnes. Quand tu faisais des réunions en table, autour d'une table, les tables créaient une distance entre les différentes personnes. Et quand tu voulais créer un peu de co-développement et de l'échange et de l'interaction, il ne fallait pas qu'il y ait de table. Moi, je trouve l'idée super, je comprends parfaitement la logique, etc. Ben, j'ai voulu que dans mon secteur, plus personne n'ait de table, en fait. Et donc, je suis allé voir les groupes avec mon bâton de pèlerin, je suis allé voir tous les groupes un par un et leur dire, hey, les gars, il faut qu'on retire les tables pour telle raison, telle raison, telle raison. Et du coup, j'essayais de les convaincre absolument. Et quand ils me disaient, non, non, Kamel, nous, on veut garder les tables, je disais, mais non, les gars, franchement, retirez les tables, vous allez voir. Et ceux à qui j'ai essayé de contraindre et de forcer à enlever les tables, Mm. bah, ça crée des tensions et des conflits. Et ceux qui l'ont compris, bah, ils l'ont fait très naturellement. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est simplement leur dire, voilà ce que la méthode demande, voilà ce qu'il vous propose de faire. Vous voulez faire, faites. Vous voulez pas faire, faites pas. Quitte à ce que je me mette en porte-à-faux avec la direction, mais peut-être de l'amener de manière beaucoup plus douce et pas essayer d'être parfait pour ma direction, en fait. Ouais, plutôt laisser le choix aux gens, mais leur expliquer les avantages de cette nouvelle méthode et après les laisser décider par eux-mêmes parce que c'est un peu comme les gosses quand, bon, j'en ai pas, mais j'ai eu des parents, quand on t'oblige à faire un truc que t'as pas envie, le résultat il est catastrophique Bah, c'est parce ça. que c'est mal fait, ça crée des tensions. Si les gens, donc, si tu imposes un style de réunion, que du coup, la personne qui préside cette réunion elle-même n'est pas convaincue par ce style de réunion, ça va se ressentir aussi dans la réunion. Ça va potentiellement créer une ambiance un peu froide. Donc, au final, ça va servir à personne. Ouais, complètement. Non, Donc, mais du coup, voilà, c'est ce genre de petits détails, j'ai envie de dire, de ne pas être dogmatique, justement, et de voir, en fait, surtout l'intérêt du groupe. Et je pense qu'il y a un moment, j'ai oublié ça. C'est que je ne regardais plus l'intérêt des membres, mais je voulais imposer ta vision. non pas imposer ma vision, imposer la vision, en fait, Ouais. de la marque, en fait. Et que la marque nous a dit que c'était ça qu'il fallait faire et je voulais la mettre en place parce que je voulais avoir le plus de résultats. Et j'étais devenu à un moment donné focus sur mes performances, mes résultats et ce que la marque va penser de moi plutôt que l'intérêt de mes membres. Et donc, du coup, bah là, en fait, c'était une grosse erreur. Et donc, à un moment donné, j'ai rectifié le tir très rapidement et bah, ça ne m'a pas fait que des copains dans la direction. Une fois que j'ai compris d'un côté, ça se passait beaucoup mieux avec les membres, forcément, mais j'étais plus très bien vu, on va dire, dans la direction parce que les résultats étaient un petit peu différents, parce que l'attitude était un petit peu différente, le rythme était un petit peu différent, et donc les résultats un peu différents. Et donc, bah, j'avais plus autant de copains dans la direction. Et donc, c'est une des Ok. raisons pour lesquelles aussi j'ai quitté à un moment donné BNI.
c'est que je voulais monter le concept Other en partenariat d'ailleurs à l'époque avec BNI qui ne l'ont pas accepté pour différentes raisons. Et du coup, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont dit de faire un choix, de demander à mes membres de faire un choix entre être chez BNI ou dans un autre club business. Et ça, moi, c'était pas quelque chose que je pouvais faire en fait. C'était D'accord. Ah impossible oui, pour moi. Voilà. ok. Ouais, parce que bah, justement, tu peux peut-être nous parler un peu de Other, parce que donc Other, je l'ai présenté comme un annuaire des réseaux d'entreprises, on va dire, résumé globalement. Et donc, du coup, tu nous as dit que tu voulais monter ça avec BNI pour recenser un peu tous les clubs d'affaires des différentes marques, mais du coup que BNI n'a pas voulu, parce qu'en gros, il voulait que les gens bah, soient chez BNI et que chez BNI, quoi. Entre autres, Entre par autres. exemple, entre autres, voilà. Moi, donc là, tu présentais Other comme un annuaire. En fait, c'est pas vraiment ça. Nous, ce qu'on veut devenir chez Other, en fait, en réalité, c'est devenir un outil qui va permettre aux entrepreneurs de transformer des relations froides en relations chaudes. Ce qui se Ok. passe souvent, c'est que quand on va faire du networking ou rencontrer des gens, et ben, du coup, on récupère des cartes de visite. On a créé un super bon feeling. On a bien parlé, toi et moi, Lucas. On se rend compte qu'il y a un truc à faire entre nous. On se rappelle, on se tient au courant et chacun retourne la tête dans le guidon dans son boulot. La carte de visite finit à côté de son écran d'ordinateur, elle prend un peu la poussière, et 3 mois après, on se dit ah ouais, Lucas, faudrait que je le rappelle. Et en fait, on a un peu oublié. Et c'est ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Et du coup, dans les événements de networking, que tout le monde distribue ses cartes de visite, en fait, comme un flyer. Du coup, c'est pas comme ça pour moi qu'on devrait utiliser le networking et les réseaux. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait créer un outil pour former et expliquer aux entrepreneurs comment développer son business. Parce qu'il y a des gens qui savent le faire parfaitement naturellement et d'autres qui ont besoin d'être un petit peu accompagnés. Donc, on veut créer un outil qui puisse faire ça. Et donc, ça va passer par créer un annuaire qui va permettre aux entrepreneurs de connaître les clubs et les réseaux qui sont sur leur secteur, créer un agenda business pour être au courant des événements business qui sont sur le secteur, créer des partenariats avec des clubs qui vont pouvoir publier leurs événements comme les tiennes, avec des rencontres, etc., qui sont en ligne ou en physique, qui pourront s'inscrire et venir participer à ces événements-là. Ça passe par là. Et ça va passer par un petit CRM qui va les guider et les driver justement pour construire une relation, transformer une relation froide en relation chaude. Donc, c'est tout un petit outil qu'on est en train de développer. On espère voir le jour d'ici la fin de l'année ou début d'année 2025. Et donc, c'est ça, en fait, l'idée. Donc là, pour l'instant, on est dans une phase de référencer les clubs, créer des événements inter-clubs, inter-réseaux pour que les membres de ces différents clubs se mélangent. Et en fait, au final, ce qui va se passer, c'est que chaque club sait parfaitement échanger des recommandations entre eux, Ok. entre membres. Par contre, toi, Ok. Lucas, tu n'es pas dans mon club business, tu es dans un autre club business. Comment on fait pour échanger des recommandations? Ouais. Bah, il y a pas d'espace. Du coup, nous, on veut devenir un peu cet espace commun où n'importe quel entrepreneur va pouvoir choisir son club, mais pouvoir quand même rencontrer d'autres personnes de d'autres clubs et quand même pouvoir interagir avec eux. Ouais, donc ça serait un peu un club de clubs, quoi. Enfin, Non, ce sera un espace où tous les clubs seront réunis. mais ouais, alors, parce que du coup, là, il y a une question qui me vient en tête. Dans les clubs, souvent, tu as des exclusivités de domaine d'activité. Par exemple, moi, je suis chez BNI, je suis le seul expert immobilier. Ouais. Si il y a un espace qui recense tous les clubs et donc j'ai accès à tous les experts immobiliers, euh, bah, imagine, moi, après, c'est-à-dire qu'il y a un membre de mon club, potentiellement, qui va recommander un autre agent immobilier que moi-même. Du coup, tu sais, Ouais. ça peut créer un peu de concurrence. Et du coup, comment tu peux gérer ça? Comment ça se passe dans la vie réelle quand tu n'es pas dans un club? Bah, tu recommandes la personne que tu aimes Avec bien, on qui? va dire. Exactement. Et en fait, moi, quand on était chez Beignet à l'époque, on avait pas mal de data et de statistiques. Et il y avait une stat qui disait qu'en général, tu travailles avec 30% de tes membres, de ton groupe. Donc, si tu travailles avec un groupe de 20 personnes, de 21 personnes, tu vas bosser réellement avec 7 personnes. Donc, Mm. cette personne, ça ne suffit pas pour développer ton business. Donc, comme on le disait au début de l'entretien, il faut rencontrer d'autres agents immobiliers si je suis diagnostiqueur immobilier. Parce que dans mon club, ça ne suffira pas pour développer mon activité à 100%. Donc, il faut que je rencontre d'autres personnes. Donc, en Mm. réalité, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que ça va créer des affinités avec les uns avec les autres. Mais par contre, pour moi, chacun doit être dans un club parce que dans un club, tu crées des relations en profondeur parce qu'on va se voir régulièrement. Donc, l'idée, c'est de rencontrer des nouvelles personnes et de se dire, bah, tiens, cette nouvelle personne, son métier n'est pas représenté dans mon club, mais en même temps, c'est quelqu'un qui correspond bien à nos valeurs. C'est un mec qui est super. Viens, je t'invite à venir visiter mon club. Et du coup, tout le Ok. monde va s'inviter dans les différents clubs pour aller réunir les personnes qui se ressemblent et qui pourraient facilement travailler ensemble. Et Ok. c'est, et c'est ça l'idée, en fait. Ouais, c'est un peu ce que font déjà certains clubs où il y a quand même pas mal d'invitations qui sont. Tu sais, souvent, on incite les membres à inviter d'autres personnes, etc.
Moi, moi, ce que tu dis, c'est le mot CRM qui m'a fait tilt parce que j'ai moi-même noté dans mes notes sur mon téléphone de créer un genre de CRM pour les gens qui veulent networker, tu vois. Parce que c'est vrai que, et tu l'as bien souligné, c'est qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau du suivi et au niveau de comment on contacte les gens. C'est-à-dire que moi, tu vois, j'ai un petit CRM personnel sur Google Sheet, hein, rien de grandiose, où je note un peu les gens, quand est-ce que je les ai rencontrés, si c'était sur LinkedIn, sur Discord ou autre, un commentaire, genre, quand était notre dernier échange, qu'est-ce que fait la personne et tout. Et en fait, je me dis, mais ça, tout le monde ne le fait pas. Et ce qui fait que souvent, quand tu rencontres des gens, tu prends la carte de visite, elle finit sous un tas de poussière, on connaît le truc. Et en fait, tu vois, moi, je me dis, mais si juste il y avait un outil, un genre de CRM, où dès que tu rencontrais quelqu'un, tu notais tout ça sur ton téléphone directement, et limite, après, tu avais un petit rappel de dire, bah tiens, ça fait une semaine que tu as rencontré Jean-Michel à cette soirée-là, bah, pense à lui envoyer un petit message, ou tu vois. Et moi, tu vois, ce que tu me dis de CRM, je trouve que ça fait assez sens. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il y en a besoin, notamment pour aider les gens à networker. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, je trouve qu'il y en a beaucoup qui se prennent comme des pieds, quoi. Mais complètement. Et puis là, je te rejoins totalement. Et en fait, c'est pas juste la partie CRM pour se rappeler et recevoir des notifications pour rappeler les personnes. Mais là où moi, où je voudrais aller beaucoup plus loin, c'est que maintenant que j'ai une expérience de plus de 10 ans dans les clubs et les réseaux, du coup, je me rends compte de ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas, déjà pour moi et pour les histoires que j'ai entendues autour de moi. Et du coup, l'idée, c'est d'amener tous les tips. Ça veut dire qu'en Ouais. plus d'être un CRM où tu vas savoir quelles sont les étapes qu'il faut faire pour transformer et gérer ces relations, mais c'est que quand, OK, avec Lucas, il faut que j'aille reprendre un rendez-vous. OK, c'est quoi tous les tips que l'appli pourrait me donner pour dire comment je prépare mon rendez-vous avec Lucas? De quoi je vais lui parler? Qu'est-ce qu'il faut que je sois, dans quoi il faut que je sois prêt? Quel est mon objectif? Qu'est-ce que je veux tirer avec lui? Dans combien de temps, etc. Et du coup, l'idée, c'est de mettre en branle-bas de combat toute une vision que tu pourrais noter sur ton CRM pour aller voir quelles sont les actions que tu peux faire pour aller atteindre tes objectifs en utilisant le réseau. Et là où je te rejoins Ouais. pour le fait que tout le monde utilise les réseaux d'une manière erronée, c'est que d'ailleurs dans le podcast que j'ai pris il n'y a pas longtemps, j'ai dit la même anecdote, mais bon, c'est pas grave. Mais quand tu vas dans un événement business et que tu poses la question à toutes les personnes, qui est-ce qui est venu ici et qui a quelque chose à vendre? Tu as tout le monde qui lève la main en fait. Ah oui, Quand ça tu leur oui. poses la question, qui est venu ici pour acheter quelque chose? Il y a plus grand monde qui lève la main. Et donc du coup, en fait, tout simplement parce que pour moi, le networking et les réseaux, c'est pas pour vendre et trouver des clients. Pour moi, c'est Non, une erreur de croire qu'on va chercher des clients. Donc, je pense qu'il faut faire du networking et faire du réseau pour trouver des personnes avec qui on peut créer des partenariats où on va pouvoir échanger nos clients respectifs. Tu as des clients derrière toi. Qui sont tes clients? Est-ce que tes clients peuvent devenir les miens? Et vice-versa. Et voir est-ce que tu peux parler de moi auprès de tes clients? Donc, il faut que je gagne ta confiance. Il faut que je sois crédible auprès de toi. Et surtout, il faut que je te donne envie de me recommander. Et tant que je t'ai pas donné envie de me recommander, bah, tu ne me c'est ça. recommanderas pas, même si tu as confiance en moi et même si tu me trouves pertinent. Donc, du coup, tout ça, en fait, il faut le construire et le créer. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut utiliser les réseaux. Je ne dis pas que c'est une vérité, je dis que c'est ma façon de voir les choses. Mais totalement. Je te rejoins totalement. J'en ai même fait une newsletter et un article de blog sur, aussi, sur les objectifs. Tu vois, parce que c'est vrai que si tu as pour objectif de rencontrer une personne, bah, évidemment, qu'est-ce que tu attends de cette personne? Ça sert à rien de venir la voir pour la prospecter directement. La personne, elle reçoit déjà des dizaines de mails par semaine pour être prospectée, même sur LinkedIn avec tous les outils qui existent. Par contre, si tu viens de dire, voilà, moi, ce que je fais, déjà, tu sais, commencer à créer de la relation à la personne comme ça, elle a confiance en toi, montre-lui un peu ce que tu fais, ton travail. Et après, voilà, si il y a échange de clients ou échange d'audience et que c'est pertinent pour les deux parties, vu qu'un partenariat, c'est gagnant-gagnant, alors oui, là, ça fait sens. Mais en fait, moi, je dis souvent, faut pas voir les personnes de tes réseaux comme des prospects, mais plutôt comme des commerciaux qui Ouais, vont parler de toi à droite à gauche. Et en fait, moi, je préfère avoir 30 personnes qui parlent de moi plutôt que d'aller voir les 30 personnes, les prospecter, et t'en es deux qui deviennent clients, quoi. complètement. Et de froisser potentiellement les 28 autres, parce que du coup, ils n'auront pas apprécié mon approche. Et c'est là où je te rejoins, c'est aujourd'hui dans les réseaux, il faut avoir une approche qui est très relationnelle. C'est d'abord apprendre à connaître la personne, voir ce que tu peux en tirer, est-ce que ça match, est-ce que ça ne matche pas, qu'est-ce que tu peux lui apporter, est-ce que ça fait sens pour elle, ce que tu fais. Et si oui, là, derrière, tu peux enquiller, quoi. Ouais, c'est Et, clair. et aujourd'hui, malheureusement, je sais pas si toi, c'était déjà arrivé dans des soirées réseau ou autre. Les gens, ils arrivent avec leur carte de visite, bah tiens, voilà ce que je fais, machin, si t'as besoin, n'hésite pas.
Je dis, mais je connais même pas ton prénom. Qu'est-ce que tu veux que je fasse appel à toi? Tu vois, et c'est un peu dommage, hein. Complètement. Bah moi, tu vois, après, c'est une question de caractère aussi, hein. Mais moi, en fait, je fais totalement l'inverse. Ça veut dire que quand je vais à un événement business, ce que j'essaye de faire le plus vite possible, c'est de te poser des questions. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en fait, quelle est ton activité, ce que tu fais, quelles sont tes difficultés. Et si je comprends quelles sont tes difficultés, si moi, dans mon réseau, je peux te recommander quelqu'un, et ben, du coup, je te file un coup de main. Si je te file un coup de main, clairement, tu te rappelleras de moi. Donc, du coup, c'est d'abord impacter la personne, qu'elle se rappelle de moi et comment j'ai pu l'aider. Et ensuite, derrière, elle s'intéressera à son tour à moi. Et si je peux répondre à une de ces difficultés parce que mon activité la permet, et ben du coup, j'ai plus rien à lui vendre. En fait, moi, je suis un très mauvais commercial. J'arrive pas à me vendre, à vendre quelque chose auprès des gens tout de suite. Par contre, quand je les écoute et que je vois quels sont leurs problèmes et que je peux répondre aux problèmes, et ben, je leur dis, bah, moi, je peux t'aider là-dessus en faisant ça, 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 ça. Et du coup, je suis plus dans une vente, mais dans une dynamique d'essayer de l'aider réellement. Et donc, du Hmm. coup, que ce soit par mon activité ou par l'activité des gens que je connais dans mon entourage. Et ça, du coup, moi, ça m'aide à transformer des clients, en fait, au final. Ça, bah, comme on disait tout à l'heure, c'est une philosophie, c'est un état d'esprit. Et, euh, et aujourd'hui, malheureusement, c'est pas enseigné dans les écoles, enfin, ou très peu Complètement. enseigné. Encore moins dans les réseaux, parce que moi, je vois certains réseaux qui n'ont pas forcément cette philosophie. Donc après, bon, tout est une question d'état d'esprit et de valeur. Et c'est dommage, parce que je trouve que les réseaux d'affaires, ça devrait être les premiers à partager un peu cette philosophie. Et malheureusement, certains veulent garder un peu bah, les membres pour eux. Tu vois, ils veulent un peu garder le truc pour eux. Ce qui fait qu'après, tu as de très mauvais networkers qui se retrouvent dans des soirées business. Et ce qui fait que des fois, ça peut en, en repousser certains. Moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui m'a dit, bah, moi, j'ai arrêté les soirées parce que je me suis fait démarcher, machin, tout ça. On a essayé de me vendre des trucs et tout. Tu fais, bah ouais, il y en a, hein, ils sont comme Ça ça, existe. malheureusement. Ça existe. Ça existe. Mais je perds pas espoir sur l'avenir. D'éduquer les gens un peu, de les sensibiliser sur ce sujet, et que dans 10 20 ans, la plupart des personnes adoptent cet état d'esprit. Et pour le coup, je pense que tout le monde aura de meilleurs résultats avec cette approche. Et je dirais encore plus quand tout le monde aura compris qu'il faut s'ouvrir et qu'au contraire, faut permettre à ces membres, quel que soit le club, moi c'est ce que je dis à tous les clubs que je rencontre, qui viennent de se créer, ou les historiques que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est que c'est totalement l'inverse. Plus on va s'ouvrir et plus on va offrir des opportunités aux membres, et plus les membres vont faire du business, et puis ils vont être reconnaissants de leur club qui les a aidés à leur ouvrir des portes et leur créer des opportunités. Et donc, ils Ah, tout resteront ça. dans leur club. Et plus parce que c'est tel club ou tel club, mais parce qu'ils sont bien dans leur club. Il n'y a pas de raison de partir quand ça se passe bien dans son club. Et si on quitte un Exactement. club en général, c'est parce que ça se passe juste pas bien avec le reste de membres. Et pas à cause de la marque, mais à cause tout simplement des gens qui sont dedans. Ah, totalement. Je vous coupe quelques secondes pour vous dire que si vous appréciez l'épisode, vous pouvez laisser un like, un commentaire ou un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Ça ne prend que quelques secondes et ça m'aide énormément à faire découvrir la chaîne à un maximum de monde. Merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de le faire. Ah, et pensez également à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on reprend avec l'épisode. Et du coup, aux heures là, donc tu nous as dit que ça sortait fin 2024, début 2025. Alors, on l'a déjà sorti. C'est déjà sorti depuis un an maintenant. Ok. Et on a commencé à le commercialiser d'une certaine manière. Et on voulait un petit peu tester le marché, voir comment ça allait répondre, comment ça allait fonctionner. On est présent maintenant sur 5 départements. On a des directeurs opérationnels qui représentent la marque sur les différents départements. Et on s'est rendu compte depuis un an qu'il y a des choses qu'on a testées qui ne fonctionnent pas. On a testé des choses, des événements qu'on a testés qui marchent super bien. On a parlé beaucoup avec l'entrepreneur qui vient aux événements pour savoir un peu quelles étaient leurs attentes, etc. Et là, du coup, pour 2025, on est en train de préparer, je dirais, la version définitive 2.0, j'ai envie de dire, de ce que va Ouais. être Author in fine. Parce que maintenant, on a pu se permettre de tester le marché et de voir comment ça répondait. On a eu certaines levées de boucliers, de certains qui ont eu peur de nous en pensant qu'on allait leur piquer leurs membres, d'autres qui Ah nous ont oui. passé comme un club business. Ouais, en fait, tu es un club business caché. Non, mais pas du tout, en fait. Mais c'est bien parce que du coup, ça veut dire aussi que dans la façon dont on a présenté les choses, eh ben, ce n'était pas forcément compris Claire. de cette manière-là Ouais. et pas assez clair, justement. Et donc, on va amener une nouvelle approche pour justement rassurer, bien expliquer ce qu'on va faire et l'amener step by step et pas en un seul bloc comme on a pu le faire là au début parce que ça devenait beaucoup trop gros, beaucoup trop incompréhensible pour les gens. Et nous, on voulait tout expliquer pour être le plus transparent possible. Mais en fait, on se rend compte que la transparence, ça peut faire peur à certains. Et dans tout concept qui est un petit peu disruptif, comme on essaye de faire, parce que ça n'existe pas encore, eh ben, on se rend compte que bah, il y a les 3 grandes phases traditionnelles. Hein, c'est ridicule.
et puis ça devient dangereux, et puis in fine, ça sera évident. Donc, pour l'instant, on est encore, on oscille entre le ridicule et le dangereux. Ridicule pour certains, dangereux pour d'autres, mais on n'est pas encore évident. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des choses à modifier, à changer, à parfaire pour être dans la vérité. Et je pense que 2025 va être une année qui va nous permettre d'aller dans un 2.0, mais je suis même pas sûr encore que ce sera euh, peut-être la version finale de ce qu'on va faire, parce qu'on va continuer à discuter, continuer à rencontrer, et on veut rester le plus agile possible pour être sûr de répondre exactement aux envies de nos utilisateurs et surtout de réussir à avoir des résultats, et les aider à développer leur réseau et construire un réseau solide en fait. Ok. Ouais. Aujourd'hui, Others, c'est un site web ou c'est une appli ou c'est les deux? Les deux, mon capitaine. Ok. Ouais, donc, ok. Et donc, vous avez en fait, vous êtes présent sur 5 départements, donc vous avez recensé tous les réseaux d'affaires. On a commencé pas tous, parce qu'il y en a énormément, hein. En Charente-Maritime, par exemple, il y a plus de 200 clubs. Ouais. Sur Paris, il y a plus de 600 clubs. Donc, on n'arrive pas à tous les référencer, mais dès qu'on recrute un directeur opérationnel, une des phases, une des choses qu'ils doivent faire, c'est commencer à recenser les clubs. Et chaque club qu'on recense, bah, eux, à leur tour, ils connaissent d'autres clubs. Donc, ils nous donnent des noms des autres clubs, etc. Et on commence à les référencer. Et je te dirais, ce qui nous intéresse le plus pour le moment, c'est pas les gros clubs que tout le monde connaît. Au contraire, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est tous ces petits clubs-là que personne ne connaît. On a le club BBA, par exemple, qui est à Coulommiers, qui est un club ultra dynamique, super sympa. Il y a une bonne ambiance et il y a de l'échange business, hein. C'est un club qui est totalement local, uniquement sur Coulommiers. Ils sont 25-26 membres. Eux, ils ont clairement besoin de visibilité. Donc, en fait, on veut d'abord commencer par ces clubs-là. Et une fois qu'on va rassembler une grosse communauté de clubs indépendants, ben, on accueillera sans aucun problème les plus gros clubs qui, eux, voudront nous rejoindre ou pas. Et on leur laissera la possibilité de le faire. Ok. C'est c'est très intéressant. Et comment tu trouves le temps de faire tout ça? Parce que en intro, je disais que tu avais été aussi cofondateur et associé de plusieurs autres entreprises, dont We Welcome, dont on a parlé. Comment tu arrives à jongler au quotidien avec toutes ces activités? Eh ben, déjà, je ne connais pas les 35 heures. Première chose. Et pourquoi je ne connais pas les 35 heures? Pas par rapport au nombre d'heures, mais parce que moi, je ne travaille pas. Ça fait toujours rire quand je dis ça, mais quand je dis je ne travaille pas, c'est que je n'ai pas l'impression de travailler. Donc, du coup, moi, je me lève le matin, je commence déjà à faire mes premiers rendez-vous, des visios comme celle-ci, aller rencontrer des gens, parler de projets. Donc, du coup, je n'ai pas une impression de travailler. Donc, en fin de journée, quand je finis ma journée vers 20h, 20h30, en fait, je suis à peine fatigué. Je vais encore le soir faire mon basket avec mes potes. Et j'arrive à trouver du temps même pour avoir des activités à Codex parce que je suis pas vraiment fatigué. J'ai la chance de faire un métier qui n'est pas sur le chantier, à porter des choses lourdes, avoir un métier pénible. Je respecte à fond toutes ces personnes-là qui arrivent à travailler autant d'heures que moi, mais en plus sur des choses très physiques, très difficiles. Moi, je fais travailler uniquement ma matière grise. Je ne te cache pas que je dors bien le samedi parce que le cerveau aussi fume un peu au bout d'un moment. Mais, Ouais. euh, mais par contre, je n'ai pas cette fatigue physique, donc je ne travaille pas vraiment. Et surtout, c'est que je délègue beaucoup, je m'entoure. C'est-à-dire que dans le resto que j'ai aujourd'hui, les coulisses, j'ai deux associés et avec une équipe de 3 personnes en plus, qui du coup, eux, gèrent la partie restaurant. J'ai sur la partie welcome, la partie événementielle, c'est ma femme en fait qui est la directrice du lieu et qui continue et qui gère le lieu avec avec 4 autres personnes. Sur mon agence de com, on est 8 aujourd'hui. J'ai une directrice marketing qui est chef de projet et d'autres personnes qui font la production. Sur Roser, j'ai ma directrice nationale et j'ai 5 directeurs opérationnels qui, eux, chacun ont des directeurs locaux avec leurs équipes. Et donc, je ne suis pas tout seul. Je m'entoure, j'essaie de déléguer au maximum. Je me diversifie le plus possible, mais je ne me disperse pas. Ça veut dire, en gros, je fais toujours la même chose. Quelle que soit la boîte, quelle que soit l'activité, j'ai toujours le même rôle, en fait. C'est quoi ton rôle? Eh ben, c'est porter la vision, en fait, et trouver Ok. les opportunités. Donc c'est CEO, on va dire. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Donc, mais du coup, concrètement, une journée type, du coup, je suppose que tu n'as pas de journée type, mais là, tu as quoi? Tu as 4 ou 5 entreprises actuellement. Ouais. Du coup, tu fais quoi? Genre, tu dis, bah tiens, lundi, c'est cette entreprise, mardi, cette entreprise, ou c'est plutôt au fil de l'eau? Non, c'est au fil de l'eau parce que moi, j'aide toujours ceux qui ont des problèmes. Le but, c'est que personne ne soit bloqué. Donc, moi, je suis Ok. plus là, on va dire, pour aller trouver les opportunités, amener des opportunités et faire en sorte que l'équipe qui est en place puisse saisir l'opportunité et la faire fonctionner. Et ensuite, quand ça bloque, quand ça grince, quand il y a des blocages, moi, il faut que je vienne et puis que je trouve des solutions. Et je viens être la personne un peu qui met de l'huile dans le rouage pour que ça puisse, hop, ça se débloque et ça refonctionne.
Donc, du coup, moi, je suis plus la personne où, tiens, Kamel, je vais organiser tel événement dans tel secteur. J'arrive pas à trouver la salle pour tel truc. Est-ce que tu pourrais me donner un coup de main pour telle ou telle chose? Ok, pas de problème. Dans mon agenda, je le marque. Mardi, je m'en occupe. Mardi, je passe mes coups de fil. Et j'essaie de lui débloquer son problème sur la salle. Tiens, la semaine d'après, j'ai mon développeur qui me dit, du coup, Kamel, faut qu'on se pose une petite heure tous les deux parce que je comprends pas exactement ce que tu veux que je fasse dans telle ou telle fonctionnalité. Pas de problème. Je prépare mon petit truc. Je viens, je te réexplique comment ça se passe pour pas que tu sois bloqué dans un second temps. Dans le welcome, j'ai un artiste qui se plaint parce que le contrat qu'on lui a proposé n'est pas très clair, il n'arrive pas à bien le comprendre et j'arrive pas à lui expliquer. Est-ce que tu peux t'en occuper? J'appelle l'artiste, je vois avec lui et je lui explique la ligne de 3 lignes de contrat pour débloquer la situation. Donc mon rôle, c'est un peu de débloquer les problèmes. Donc quand il n'y a pas de problème et qu'on ne m'appelle pas, c'est très bon signe. Ça veut dire que tout se passe bien. Et l'objectif, c'est qu'à un moment donné, je n'ai plus besoin d'aider personne et que tout le monde soit ultra autonome et être capable de pouvoir se débrouiller sans moi. Ça veut dire pour moi que j'ai réussi mon entreprise. Tant qu'on fait appel à moi, c'est que j'ai encore des choses à améliorer et que ce n'est pas Ouais. leur faute à eux, c'est ma faute à moi parce que ce que j'ai construit n'est pas encore tout à fait efficace. Donc c'est à moi de l'améliorer, de trouver des nouvelles façons de faire, de s'entourer d'autres personnes, d'améliorer le rouage, parce que si ça ne marche pas, c'est jamais la faute des autres. C'est toujours Ouais. d'abord ma faute. Donc ton ambition, en fait, enfin ton objectif, c'est que chaque entreprise fonctionne sans toi. Ouais. Donc c'est mettre en place tous les process pour que toi, en fait, t'aies plus rien à faire et enfin Alors, plus plus rien rien à à faire, faire non. Mais surtout, plus rien à faire dans le fonctionnement, dans mais plutôt l'opérationnel. dans l'opérationnel, mais plutôt être focus sur, dans mon restaurant, par exemple, c'est comment est-ce que je vais créer des relations avec le Crédit Agricole qui est juste à côté, qui vient faire son repas de fin d'année 2 fois par an chez nous, qui vient faire deux événements par an chez nous. Comment je crée une relation moi, plus profonde avec eux pour leur donner envie d'en faire 4 par an chez nous, en fait. Et que du coup, mon équipe puisse être capable d'assumer 4 événements par an avec la Société Générale, avec le Crédit Agricole, et puis faire pareil avec la banque d'à côté ou l'assureur du coin, pour que du coup, on puisse développer ces relations et qu'eux puissent être capables d'absorber encore plus de clients et encore plus de projets. Pareil pour la partie événementielle, comment est-ce que je vais trouver d'autres programmateurs qui, eux, ont des contacts avec d'autres artistes pour leur donner envie de venir programmer chez nous et que derrière, une fois que c'est programmé, que l'équipe sur place est capable d'accueillir l'événement correctement et de faire en sorte que tout se passe bien. Être Mm. plutôt dans la création d'opportunités et plus dans l'opérationnel. Et c'est là où je pense être le meilleur, en tout cas, pour mes compétences. En tout cas, c'est ce que moi, je pense de moi. Ok. Et du coup, quand tu crées une entreprise, donc là, comme Other, est-ce que directement tu t'enlèves de l'opérationnel ou est-ce qu'au début, tu n'as pas le choix et tu mets quand même les mains dans le cambouis? Alors, moi, je pars du principe que pour être un bon manager, il faut savoir tout faire. Donc, ça veut dire que quand j'ai commencé aux heures, je suis allé moi-même démarcher des clubs, j'ai créé moi-même des événements, je suis allé avec l'équipe dev pour pouvoir savoir comment ça allait se passer et comment ça allait fonctionner pour la partie technique. Il fallait que je puisse être au courant de tout ce qui se passe sans être un expert et un spécialiste dans tout. Mais il fallait au moins que je comprenne comment tout fonctionne. Aujourd'hui, avec les équipes, même si tu me demandes comment est-ce qu'on fait pour créer le mail de telle personne qui vient d'arriver dans l'équipe, je ne sais pas le faire en fait. Parce que j'ai des personnes qui, elles, savent faire. Donc, je ne peux pas être non plus être tellement expert que je peux aller jusque dans le détail de chaque personne. Mais au Hmm. moins comprendre dans la globalité quelles sont ses problématiques, quels sont les enjeux et faire en sorte qu'il puisse faire sa mission correctement. Il faut que je puisse maîtriser l'ensemble des choses qui se font. Et ensuite, je délègue plein de choses. Il y a plein de choses que je ne sais pas faire dans ma boîte. Et heureusement, j'ai des gens qui sont là pour me compléter et apporter ce qui me manque. Ok. Donc là, avec Other, aujourd'hui, tu es encore dans l'opérationnel. Vous êtes combien sur le projet? Alors, moi, je suis seul propriétaire du concept aujourd'hui, Ok. mais on est 16 aujourd'hui, en tout, entre Ok. ma directrice nationale, mes directeurs opérationnels et mes directeurs locaux. Ah oui, donc tu as déjà réussi à t'entourer Ouais. euh, sans recruter du coup. Enfin, c'est des Et oui, partenariats. c'est des indépendants, en fait, qui sont eux aussi entrepreneurs et qui nous aident à porter le concept Other sur leur territoire. Donc, D'accord. pour les nommer, hein, tu vois, on a Sylvain en Charente-Maritime, on va avoir Anne-Laure dans 91. Moi, je m'occupe du 77 directement en tant que directeur opérationnel pour rester les mains dans le cambouis, comme je te le disais. On va avoir Armel dans le 60 et Cinda qui s'occupe du 94 et qui, depuis très peu, va prendre un rôle de directrice nationale pour accompagner les autres directeurs opérationnels dans leur mission, etc. Ok. Euh, alors, on va peut-être parler d'un sujet en France qui n'est pas évident, l'argent. Comment tu Ouais. monétises aux heures aujourd'hui et surtout, parce que ça, c'est un truc euh, qui n'est pas évident, c'est de réussir à fédérer comme tu l'as fait, donc tes directeurs locaux, nationaux, régionaux. C'est quoi la promesse que tu leur as faite? Parce qu'en tant qu'entrepreneur, je suppose que on va pas, enfin,
on va pas s'impliquer dans un projet si on n'attend rien en retour. Donc, c'est quoi un peu, si tu peux nous en parler, évidemment. Bien sûr, j'ai aucun problème avec ça. En fait, déjà, la première chose, c'est que euh, moi, j'ai un problème avec l'argent. J'ai un problème avec l'argent, pourquoi? Parce que c'est pas du tout quelque chose qui me motive. Et je pense que c'est pour ça que je suis pas un super businessman et que je suis pas non plus, je roule pas en une voiture extraordinaire et que je suis pas dans des palaces, mais parce que du coup, l'argent ne me motive pas du tout. Du coup, ce que j'essaye de faire, c'est recruter des personnes qui ont un peu la même mentalité que moi et qui ont une activité entrepreneuriale qui fonctionne déjà et pour qui Other va être un plus et non pas en fait l'opportunité de faire sa rémunération. Ça, c'est la première chose. Du coup, la deuxième chose, c'est aussi de m'entourer de personnes qui ont des compétences bien supérieures à moi sur certains domaines pour que eux me disent ce que je dois faire et comment je dois le faire pour m'améliorer et performer. Du coup, le fait de participer à un projet comme nous en se disant que c'est le début de l'aventure, qu'il y a tout à construire et qu'en plus, ils ont des compétences techniques et des expériences qui vont être profitables et elles vont être prises en compte, je pense que ça motive aussi certaines personnes à participer à un projet. Et l'autre promesse que je leur fais, c'est que tout ce qu'on va gagner, en fait, bah, on va le partager. Donc, du Ok. coup, si je gagne de l'argent, vous allez gagner de l'argent. Donc, du coup, je ne gagnerai pas 1 euro que tu n'auras pas gagné toi aussi. Donc, du Et- coup, l'argent n'est pas un sujet. Si on gagne de l'argent, on va le partager. Mais l'argent n'est pas un sujet. Le premier sujet, c'est créer, en fait, une dynamique, montrer qu'on existe, rassembler. Et ensuite, il y aura la partie CRM qui elle-même, en fait, que les gens vont acheter, qui elle, rémunérera tout le monde par la suite. En plus de tous les événements que l'on crée qui nous génèrent du chiffre d'affaires. ok, donc, ouais, donc c'est vraiment comme un peu le modèle de We Welcome, au final. Mais Partager. comme je te le disais, c'est mon modèle économique qui est le même partout. C'est exactement le même modèle dans mon agence de com. Les birds avec qui on bosse sont tous des freelances et on partage 100% des recettes qu'on fait sur chaque projet. Donc, en fait, c'est mon fil conducteur. C'est monter des nouveaux modèles économiques où la base, c'est partager ce qu'on gagne. Moi, j'ai un petit problème avec le salariat. Parce que du coup, la relation que tu as avec tes salariés, elle est toujours différente à partir du moment où c'est toi qui payes le salaire de la personne. Et ben, ça crée automatiquement une relation différente. Alors que si on partage ce qu'on gagne, je suis plus dans une relation de donneur d'ordre. Mm. Tu peux partir quand tu veux. Et du coup, j'ai autant besoin de toi que toi, tu as besoin de moi. Et donc, du coup, quand on est indépendants tous les deux, on se comprend aussi dans nos problématiques que c'est pas simple de trouver des clients. C'est pas simple de faire du chiffre d'affaires. Et donc, personne n'attend son salaire à la fin du mois comme si de rien n'était. Tout le monde attend à ce que tout le monde puisse participer. Ouais. C'est ça qui est fascinant, c'est que du coup, là, tu arrives à fédérer des gens dans ton projet, enfin, dans tes projets, euh, en leur promettant, du coup, en fait, c'est plutôt une aventure que tu leur promets, un partage. Et c'est ça que je trouve hallucinant, c'est comment tu fais pour fédérer autant de personnes sans pour autant que la promesse soit forte, parce qu'en général, euh, les gens, quand ils te rejoignent, la première question, c'est OK, mais qu'est-ce que j'ai gagné? Où on entend par là de l'argent. En gros, bah, combien tu me payes? Toi, en fait, tu as réussi à passer cette barrière-là. Du coup, c'est quoi ton secret pour les fédérer? Mon secret, oh, je ne sais pas si j'ai un secret, mais en tout cas, le constat, c'est que pour réussir à fédérer une équipe, pour avoir 3-4 personnes autour de soi, ben, il y en a 7-8 qui sont venus et qui sont repartis. Mm. Parce que du coup, tu te rends compte qu'il y a des gens qui viennent pour certains objectifs, pour certaines raisons, qui ne sont pas celles que toi tu portes au début. Et qu'au bout d'un moment, quand ils se disent ah, mais je vais pouvoir faire de l'argent grâce à ça très vite, très rapidement, du coup, ça veut dire qu'ils se sont trompés parce que l'objectif, ce n'était pas faire de l'argent. L'argent va venir. Et moi, je dis régulièrement en fait que si je fais les choses de la bonne manière et pour les bonnes raisons, l'argent va venir. Par contre, si je fais les choses pour l'argent, eh ben, en fait, ça ne va pas fonctionner. Parce que l'objectif, pour moi, il n'est pas sain. Mais peut-être que je me trompe. Mais en tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Donc, le choix des gens que j'essaye de choisir autour de moi, c'est des gens qui ont compris cette chose-là. Et c'est pour ça que le fait qu'ils aient une activité connexe qui leur rapporte déjà de l'argent, qui Mm. tourne déjà, eh ben, c'est qu'ils n'attendent pas de moi en fait une rémunération. Ils attendent de moi en fait de partager une aventure. Et si on gagne de l'argent, et je suis sûr qu'on va gagner de l'argent, eh ben, on va le partager ce gâteau. Ok. Ouais, donc en fait, tu t'entoures déjà de personnes qui sont pas dans le besoin et qui partagent ta vision et tes valeurs. Exactement. Et ces personnes-là, elles étaient déjà présentes dans ton réseau ou pas du tout? Ah là, c'est tout à fait disparate. J'ai des personnes que je connais depuis très longtemps qui nous ont rejoints, comme l'équipe qu'on a en Seine-et-Marne, à qui je bossais déjà à l'époque quand j'étais dans BNI, etc. D'autres que j'ai rencontrés sur des événements business, d'autres que j'ai rencontrés grâce à LinkedIn.
En fait, c'est une question de personne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tous les gens qui bossent avec nous et qu'on a recrutés, on les a rencontrés une par une physiquement. C'est-à-dire même que ceux qui sont en province, on s'est déplacés, on est parti voir les gens pour rencontrer les gens réellement, pour voir s'il se passe quelque chose et que les choses soient bien claires entre nous avant de pouvoir démarrer. Et même en faisant ça, bah, je fais des erreurs. Il y a des gens qui viennent et qui se rendent compte que c'est pas assez rentable, pas assez efficace pour eux, pas assez rapide pour eux, pas assez structuré encore parce qu'on est une petite start-up. Et tu as des gens qui viennent et des gens qui partent. Et il faut être OK avec ça. Ok. Non, mais c'est intéressant parce que euh, c'est bien que tu en parles parce que fédérer des gens, ça prend beaucoup de temps. Et là, toi, tu nous expliques que, donc aujourd'hui, tu m'as dit que vous étiez 16 ou 17 enfin, à, à travailler autour de Hauser. C'est-à-dire qu'en gros, potentiellement, tu as fait 45 ou voire 60 déplacements pour aller rencontrer les gens, pour s'assurer que c'était les bonnes personnes. Euh, donc en fait, ça, ce qu'il y a derrière, enfin, quand on a parlé, on s'est dit, ouais, en fait, c'est facile, il a recruté des gens, sauf qu'au final, ça a dû te prendre un temps monstre pour réussir à fédérer tout ce monde. Mais complètement. En sachant que pour recruter une personne, il y a déjà des premiers échanges par mail, une première visio pour voir si on s'entend bien, un deuxième rendez-vous pour se rencontrer physiquement et voir comment que ça se passe, ensuite d'autres rendez-vous derrière pour pouvoir lui expliquer la partie contractuelle, etc., pour qu'il soit rassuré aussi, derrière la partie formation qui va bien pour qu'il soit opérationnel sur quel est le concept, comment en parler, etc., une autre formation sur les outils qu'on lui met à sa disposition. Pour recruter une personne, en fait, je fais tout moi-même. C'est un temps monstre. Et donc, je recrute, moi, les directeurs opérationnels qui, ensuite, à leur tour, font le même job pour recruter leurs propres équipes. Donc, eux aussi, ils font un job extraordinaire. Donc, du coup, tout ça, tout le monde le fait parce que on est tous portés par le même objectif et la même vision. Si c'était par l'argent, bah, très, très vite, tu te rends compte que je consacre 7-8 heures dans la semaine pour travailler sur Other et ça me rapporte zéro. Ouais, parce que c'est que du coup, toi, ton objectif, c'est qu'est-ce que je gagne comme argent sur le temps que j'y consacre. Bah, on n'est déjà pas aligné sur les objectifs de bosser ensemble. Ok. Non, mais c'est très clair et c'est bien de le souligner parce qu'on pourrait croire que c'est facile alors qu'en fait, pas du tout. Et comme tout, ça prend du temps. Euh, En même temps, Other, tu as pensé le concept à quel moment? Waouh. Moi, j'ai pensé le concept de Other en 2012. Ah, ok. Voilà. En fait, ça faisait déjà 2 ans que j'étais chez le au BNI et je me rendais compte de certaines problématiques ou certains problèmes du type, on expliquait toujours à nos membres qu'il fallait qu'ils aient des invités. Et dans l'un de nos objectifs, c'est d'avoir un invité par mois. Et on se rend compte qu'il y a des personnes qui, très naturellement, ils avaient tout le temps 4, 5 invités dans le mois, très facilement. Et puis d'autres qui n'arrivaient même pas à avoir un ou deux invités dans l'année, en fait. Et du coup, on se dit, et je me disais, mais pourquoi ils n'y arrivent pas? Donc, j'ai discuté avec pas mal de membres pour voir comment est-ce que je pouvais les aider, en fait. Et le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils allaient nulle part. Ils rencontraient très peu de personnes. Leurs Ouais. clients n'étaient pas. Ils se disaient toujours, mais mes clients, c'est pas sûr qu'ils puissent venir. Et quand tu rencontres que 3, 4 personnes dans la semaine, bah, c'est dur d'avoir un invité dans le mois, en fait. C'est compliqué. Du coup, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir créer quelque chose où on pourrait imaginer de rencontrer plein d'entrepreneurs et que chacun pourrait apprendre à prendre le temps de se connaître autrement que pour la partie business et que tout le monde puisse s'inviter dans son propre club. Donc, c'est comme ça que l'idée, elle a commencé un petit peu à naître. Le deuxième truc qui l'a fait accélérer, c'est que j'ai créé un club avec des amis qui s'appelle Objectif Action à l'époque, dans Crécy-la-Chapelle. C'était autour du sport et de la culture. Pour créer des événements, on se rencontre autour du sport et de la culture. Et moi, je me suis dit, ce qui serait génial, c'est qu'on crée un club qui fédère les clubs. Et on m'a dit, non, Kamel, non, on veut faire notre club à nous, entre nous. C'est plus sympa, c'est plus facile, c'est plus simple, etc., etc. Et cetera. Et du coup, je n'ai pas continué parce que je me suis déjà dit, en fait, si c'est faux, s'il faudrait que je crée encore un énième club, il y a des gens qui feront ça mieux que moi, en fait. Je ne suis pas le Hmm. genre de personne qui est capable de pouvoir prendre le temps de créer un club de A à Z, etc. Je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour le faire. Il y en a qui le font très bien, qui sont capables de le porter et qui sont prêts à y consacrer le temps. Moi, je ne suis pas sûr d'être la bonne personne pour être capable de le faire. Par contre, essayer de fédérer, c'est quelque chose qui est plus facile pour moi, en fait. Et je me dis, et si je me concentrais sur ce que je sais bien faire, et, et du coup, l'idée a commencé à se construire avec plein de petites idées qui se sont rajoutées au fur et à mesure pour créer le concept qu'il est aujourd'hui, quoi. Ouais, donc c'est mûrement réfléchi pour le Ah ouais, coup. ouais, oui. Ok. Il y a tout un plan média derrière. Enfin, je veux dire, c'est mûrement réfléchi. Ça va mettre beaucoup de temps à se créer. J'ai un objectif sur 10 ans, j'en suis à ma première année. Donc, Ouais. C'est important d'en parler de ta vision parce que quand on démarre un projet, souvent on est pressé. Alors, je sais pas pourquoi on est pressé, peut-être pas. Bah, après, ça dépend dans quelle situation
on se lance si on a besoin d'argent immédiatement ou pas, mais souvent on est pressé. Ça, c'est intéressant de voir que tu as pensé le projet sur les 10 prochaines années, quoi. Ouais, C'est, c'est, ouais, c'est intéressant comme vision parce que souvent, enfin, après, je sais pas si toi, t'en as vu des entrepreneurs qui se lancent, qui veulent de l'argent tout de suite. Au final, bah, ils se crament, puis après, bah, ça tombe à l'eau. ouais, c'est clair. Et puis, ils se crament très souvent, je pense, parce que la première chose, c'est qu'ils n'ont pas pensé à développer leur réseau. Et donc, du coup, ils se sont focalisés sur les clients et pas sur construire des bases. Bien sûr qu'il faut des clients dès le début, parce que si tu n'as pas de clients, tu n'as pas de chiffre d'affaires. Si tu n'as pas de chiffre d'affaires, comment tu payes ton loyer? Donc, du coup, bien sûr qu'il faut faire du chiffre d'affaires. Mais si tu consacres 100% de ton temps à trouver des clients, déjà, à quel moment tu te mets à produire et à quel moment tu commences à préparer le mois suivant? Donc, en fait, il faut réussir à trouver le bon positionnement, le bon attaque de marché pour que le chiffre d'affaires que je génère me permette de consacrer un tiers à ma prospection, un tiers à ma production et un tiers à construire le mois suivant, en fait. Et à peu près, hein, c'est pas exactement un tiers, mais dans les grandes lignes, en gros. Hein. Et souvent, on ne pense pas à ça. On y pense, on commence à le comprendre au bout de quelques années. Et, euh, et je le vois parce que j'accompagne pas mal d'entrepreneurs. Je fais des interventions à la chambre de commerce auprès des créateurs d'entreprises. Et je vois bien, ils sont tous focus sur il faut que je génère 20 000 euros de chiffre d'affaires. Mm. D'accord, il faut que je fasse 20 000 euros de chiffre d'affaires pour que je sois capable de faire ça. OK, ça, c'est un super objectif. Chiffré, c'est génial. OK, comment tu prévois l'année 2? Bah, il faut que je fasse 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, tu vas chercher 40 000 euros dès la première année pour faire 20 000 plus 20 000? Bah non. Donc, il faut que tu prévois comment ça va se passer l'année suivante. Et en fait, OK, si je fais 20 000 euros de chiffre d'affaires et que je bosse 20 jours pour faire ces 20 000 euros de chiffre d'affaires, à quel moment tu produis? Ah, ben, le soir, le week-end, quand je pourrais. Ouais, mais ça veut dire que tu vas travailler H24 et donc, du coup, l'entrepreneuriat, c'est pas un sprint, en fait. C'est un marathon. Il faut l'imaginer très long terme. Si tu fais un sprint, au bout d'un an, tu es cuit, en fait. Ouais. Ah, mais totalement. Et ça, malheureusement, je pense que c'est peut-être dû au moment du Covid où tu avais plein de formateurs en ligne ou de pubs que tu voyais où tu sais, on te promettait de l'argent, beaucoup d'argent rapidement. Et du coup, je trouve que ça crée alors peut-être pas une génération de personnes, mais ça a ancré en tout cas dans l'inconscient des gens que l'entrepreneuriat, du coup, c'était assez facile parce qu'on peut se lancer. Tu peux créer en 15 minutes, tu peux créer un statut de micro-entrepreneur. Tu peux, si tu veux, te lancer très rapidement. Et je trouve que dans l'inconscient collectif, ça a créé vraiment cette fausse croyance que c'était facile et rapide, en fait. Ben oui, ben oui. Alors que quand tu es sur le terrain, tu te dis, bah, finalement, c'est un peu plus galère que ce que je pensais, quoi. Ouais, complètement. Et puis, et moi, mon père, il me disait une phrase toujours, quand mon père était entrepreneur aussi, il est arrivé en France, il avait 15 ans, il savait ni lire ni écrire, parce que je suis d'origine du Maroc, et il est devenu entrepreneur et marchand de biens, donc il a très, très bien réussi sa vie. Et il me disait toujours, en fait, et il a travaillé en plus jusqu'à ses 92 ans, donc vraiment très, très tard. Et parce que lui, pareil, il travaillait pas, c'était que du plaisir d'être sur les chantiers, d'aller trouver les artisans, etc. C'était un plaisir pour lui. Et donc, du coup, il me disait toujours, écoute, Kamel, il faut que tu vives comme si tu allais mourir demain et il faut que tu te projettes comme si tu allais être éternel. Donc, du coup, une fois qu'il m'a ancré ça dans la tête, hein, bah, du coup, mes projets, je ne peux pas les penser à l'instantané. Oui, il faut que je Ouais. puisse concilier qu'est-ce que je vais gagner tout de suite maintenant, mais il faut en même temps que je puisse me dire, OK, dans 10 ans, comment ça va se passer? Et puis dans 20 ans. Et puis, si je pense à comment ça va se passer dans 50 ans, peut-être que je ne serai plus là. Mais le but, c'est pas de monter une boîte pour que quand je sois mort, en fait, elle soit plus là. Si je Hmm. monte une boîte, c'est pour répondre à un besoin. C'est-à-dire que j'espère que ce besoin, après moi, en fait, eh ben, ou bien on aurait résolu le problème et donc ma boîte n'aura plus de raison de vivre, et c'est génial. Ou alors, si le problème perdure et continue à exister, ben, il faut que ma boîte puisse continuer à aider les autres personnes après ma mort, en fait. Donc, il faut que je me projette sur mon activité comme si que j'allais devenir éternel. Donc, une fois que tu dis ça, bah, le temps, en fait, il est plus vu de la même manière. Et c'est très vrai ce que tu dis sur cette génération de chiffre d'affaires tout de suite maintenant. Moi, ça me fait rire, j'ai envie de dire, et ça me fait peur en même temps quand je vois des publicités qui te disent viens faire 1 million de chiffre d'affaires en 3 mois, en fait. Et du coup, ça donne l'impression que c'est possible. Et presque l'objectif, c'est faire du chiffre d'affaires et devenir le prochain Zuckerberg. Mais on ne sera Ouais. pas tous des Facebook, en fait. Et alors? Oh. Et Oh non. alors? Et alors, le mec, c'est autant louable celui qui me dit, moi, je veux devenir boucher dans mon quartier, que celui qui me dit, moi, je veux sauver le monde avec l'écologie ou nettoyer les mers. Peu importe, en fait. Les deux sont louables. On a besoin de manger de la viande et on a besoin de sauver la planète. Et tout le monde est OK, en fait. Et tout le monde est utile. Les fameux métiers, les métiers essentiels et pas essentiels, mais.
Mais du Ouais, coup, voilà, il faut faire attention à ça parce que ça, comme tu disais, ça rentre dans la tête le fait que tout est facile, tout est possible. Même si je suis d'accord, tout est possible si tu te donnes les moyens, mais tous, on ne sera pas des Zuckerberg. ouais. Puis tout est possible, mais pas forcément tout de suite. Il y a des choses qui peuvent prendre 5-10 ans avant que ça pète. Bah, tu vois, je sais pas si bah, tu dois connaître Blablacar, où, Ouais, où, tu sais, ils ont eu 5-6 modèles économiques avant de trouver le bon. ouais, Euh, et ça a pris du temps. Live Mentor, je sais pas si tu connais. non, Non. Bah pareil, le fondateur, bah, dans son livre, il disait que pendant 5 ans, il ne se rémunérait pas, que ça avait mis 5 ans avant de fonctionner, et de changer de business model, et d'avoir des galères en justice et tout. Ça, tu vois, ça, c'est de l'entrepreneuriat où, malheureusement, aujourd'hui, les gens ne sont pas prêts à ça. Ils veulent l'argent rapidement et facilement. Et quand ils se rendent compte que c'est pas aussi rapide et facile que ce qu'on leur avait dit, bah après, ils disent, ouais, c'est pas fait pour moi. Et je trouve aussi que ça crée des ambitions qui sont grosses. Parce que tu vois, si moi je te dis, ouais, dans 3 mois, tu gagnes 10 000 € par mois, tu me dis, waouh, ok, bah vas-y, après, moi, let's go, je vais faire les 100K par mois, je vais gagner 1 million à l'année. Sauf que, alors c'est très bien, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des entrepreneurs qui veulent juste entreprendre pour bah, déjà se rémunérer correctement, pour en vivre, et pour pouvoir faire une activité qui leur plaît, quoi tout ouais, simplement. et Et c'est là aussi où ça crée un décalage entre les personnes qui disent oui, vous n'avez pas assez d'ambition, machin, tout ça, alors qu'il y en a qui veulent juste vivre de leur entreprise, quoi. c'est ça. Et puis moi, par contre, je fais toujours partie des personnes qui disent que l'ambition, en fait, c'est ultra important. Il y en a qui pensent que l'ambition, c'est sale, c'est mal. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Non, Là où je suis d'accord avec ça, c'est que si l'ambition, c'est faire de l'argent, bah, pour moi, pour certaines personnes, c'est OK. Mais je pense pas que ce soit l'ambition que tout le monde doit avoir. Chacun a non, son ambition avec sa façon de voir les choses. Et du coup, avoir de l'ambition, c'est juste être le plus rêveur possible et se donner les moyens d'accomplir ce rêve. Et plus on est rêveur, plus on voit grand et plus on voit loin, c'est ça pour moi être ambitieux. Ambitieux. Et pas forcément de faire le million de chiffre d'affaires dans l'année, parce que je te souhaite de faire le million de chiffre d'affaires le plus tôt possible. Mais il y en a qui vont y arriver et d'autres qui vont mettre du temps à le faire. Et ce qui compte, encore une fois, c'est pas l'arrivée, c'est le chemin. ouais. En fait, il ne faut pas que l'argent, ce soit un driver, quoi. Parce que après, si tes objectifs ne sont pas atteints ou autres, ça peut, euh, ça peut complètement impacter un peu ta motivation aussi. Et Ouais, surtout, je complètement. pense que si t'es drivé que par l'argent, à un moment donné, je pense que tu perds parce que peut-être que t'aimes pas du coup ce que tu fais et que tu perds ta motivation au fil de l'eau. Et souvent, les gens, c'est ça, c'est ceux qui tiennent le plus longtemps, c'est ceux qui ont envie d'être utiles Ouais, pour la société, que ça soit utile aux autres, ou tu parlais un peu d'environnement ou autre, ou le boucher du coin, tu vois. Il y en a où leur ambition, c'est vraiment d'être utile au plus de personnes possible, peu importe le temps que ça prendra. Alors que si tu cherches à faire, si ton ambition, c'est juste de gagner de l'argent, ce qui est très bien en soi, parce que évidemment que l'argent, on en a tous besoin, que ça paye ton loyer, ça paye tes factures. Mais sur le long terme, je pense pas que ce soit une bonne motivation, en tout cas. en tout cas, une bonne ou pas une bonne, mais en tout cas, pour moi, c'est juste pas la seule. Ça Hmm. peut être une motivation pour certains, mais il ne faut pas se dire que c'est ça l'ambition et c'est ça la motivation qu'il faut avoir. C'est une des ambitions et une des motivations, et chacun peut avoir la sienne, du moment qu'elle est la plus rêveuse possible et qui voit le plus loin possible et le plus grand possible. C'est juste ça. Et ça, je trouve qu'en France, ça commence à venir. J'avais lu un bouquin à l'époque qui disait la France du petit, le petit déjeuner, la petite terrasse, le petit café, le petit pot entre copains, tout est petit. Et quand tu es américain, c'est it's amazing. Tout est amazing. Et c'est déjà une forme de mentalité différente quand eux, ils voient tout Hmm. en grand et que tout est extraordinaire et que nous, tout est petit et mignon. Et je trouve que ça change déjà, ça commence un petit peu à changer. Il y a de plus en plus de gens qui ont des ambitions, pas toujours, comme tu le dis, adaptées à leur capacité et à leur réalité, j'ai envie de dire, mais qui ont des ambitions et c'est déjà pas mal. Ouais. Ça va dans le bon sens, je trouve. Ça va dans le bon sens. Ce qui va Ouais, moins dans puis le bon sens, c'est ce qui se passe en ce moment avec l'actualité. Mais par contre, le reste va dans le bon sens. c'est ça, c'est que. Surtout les ambitions, je pense faut qu'elles soient aussi accordées à tes valeurs, évidemment. Ça paraît logique, mais si tu as pour ambition de faire ça et que sur le chemin, tu dois un peu digresser et faire Enfin, si tu dois un peu t'écarter de tes valeurs, je pense pas que ça te rende heureux au final, tu vois. Non, Euh, ça, je et suis c'est marrant d'accord. parce que tu parlais de petit aussi. Euh, c'est vrai que
aujourd'hui, tu vois, les gens qui ont un emploi salarié, qui montent leur petit business à côté, justement, ils utilisent ce mot de petit. Ouais, Ouais, j'ai un petit business, ou ouais, je monte un petit truc, ou ouais, je monte une petite boutique. Et, et je trouve aussi, c'est un truc qu'on ne fait pas assez, et moi-même, je le fais pas assez, c'est d'assumer notre ambition auprès des personnes de notre entourage, de nos proches. Notamment, c'est assez compliqué quand ils ne sont eux-mêmes pas entrepreneurs, parce qu'en fait, je sais pas, il n'y a pas la même compréhension de dire, voilà, déjà, eux, quand tu entreprends, pour eux, déjà, la question, c'est est-ce que tu arrives à te rémunérer avec ton projet? Voilà. Première question. Si tu dis non, ils disent, bah, pourquoi tu fais ça? Bon, déjà, c'est mort. Euh, et après, si tu dis, oui, mais moi, mon truc, c'est pas de gagner de l'argent immédiatement, mais c'est de voir à 3 5 10 ans, tu vois, ouais. de leur parler un peu de ton ambition, de dire, bah voilà, moi, je veux créer vraiment un gros truc qui rassemble beaucoup d'entrepreneurs, qui change vraiment la vie de centaines de personnes. Ils vont te regarder en mode, mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Et du coup, je trouve que c'est un côté un peu regard des autres, regard de la société, c'est un peu ça aussi qui bride notre ambition. Tu vois, c'est plus simple de dire, ouais, je monte un petit projet, tu vois, c'est facile de dire ça. Par contre, dire, ouais, moi, dans 5 ans, je veux vraiment aider un centaine de personnes, tu vois, je veux vraiment être un gros truc, je veux vraiment être un référent dans mon domaine. Les gens, ils vont te regarder, limite, ils vont se foutre de ta gueule, tu vois. Ouais, c'est clair. Mais même sans avoir une ambition démesurée par rapport à son projet, t'en as qui en ont une. Et tant mieux, et c'est super. Mais même si tu décides de monter un business à côté, c'est le mot petit, en fait, qui, pour moi, en fait, affaiblit ta vision. C'est que celui qui a monté, qui a monté une petite boîte à côté de son activité, bah, c'est pas une petite boîte. C'est quoi? Il a monté une boîte, en fait. J'ai Ouais, monté une activité. Assumons tout simplement ce que c'est. Et de se dire que c'est petit et de le présenter de manière petite, j'ai l'impression, moi, que ça conditionne dès le départ, en fait, ta façon d'élaborer ta vision. Ça restera petit parce que tu en parles de manière petite. Et donc, si tu vraiment. vois grand, bah, tu vas construire de manière à ce que ce soit grand. Donc, c'est toute une dynamique et un mindset qui fait que tu vas construire grand tout de suite. Quand je développais le Welcome, mon ambition du Welcome à l'époque, c'était vraiment local. C'était devenir un acteur local, en fait. Et c'est ça l'ambition du Welcome. Je n'ai pas d'ambition d'amener des gens de Marseille ou de Belgique ou de Suisse. C'est vraiment un concept qui a pour ambition de devenir visible et important localement parlant. Par contre, quand je crée Other, ma dimension, ma façon de voir les choses, elle est déjà internationale. Donc, tout ce Ouais, que je construis, tous les process que je mets dans ma tête, c'est pour aller chercher l'international. Et bizarrement, très vite, j'ai construit des nouveaux départements. Alors qu'en temps normal, j'aurais mis beaucoup plus de temps. Du ouais, coup, aller ouvrir le département, ça m'a semblé facile. Et l'international me semble difficile, parce que c'est la fameuse la fameuse zone de confort. Alors que mm, j'aurais pensé régional, j'aurais pensé départemental, rien que la région d'à côté, ce serait déjà un gros truc en réalité. Alors que le fait de penser international, d'être en Charente-Maritime ou dans l'Oise, bah, c'est normal parce que c'est déjà en dessous de mes objectifs, de mon ambition. Donc c'est tout mon ouais, mindset qui s'est adapté, l'échelle, j'ai envie de dire, l'échelle de ma façon de c'est penser ça. qui s'est adaptée, qui a changé. Totalement. Bah, c'est un peu comme les gens qui disent, ouais, genre, si tu dis, OK, aujourd'hui, tu vois, je vais faire 10 millions, tu vois. Ouais, Donc, en fait, tu vas penser à comment faire 10 millions. Et du coup, en fait, tu vas mettre en place des stratégies dans ton mindset qui vont peut-être te faire atteindre 1 million assez rapidement. Alors que si ton objectif, c'était, bah, moi, je vais faire 1 million, ça se trouve, tu n'aurais pas pris les mêmes décisions. Et ça se trouve, tu serais qu'à 100 000 euros, tu vois. Ce qui est bien, tu vois. Mais c'est vrai que se fixer un objectif, évidemment, faut pas non plus dire, ouais, demain, dans 1 an, je fais 1 milliard. Voilà, il faut quand même voir un objectif qui soit assez réaliste, avec un laps de temps qui soit aussi réaliste. Si tu me dis que l'année prochaine, tu fais 1 milliard, je te dis, OK, je le euh, souhaite. je te le souhaite, mais bon, compliqué quand même. Tu vois, par contre, Ouais, si tu me dis, ouais, dans 5 ans, je vais faire 10 millions, je te dis, OK, c'est jouable. Et du coup, ouais, comme tu l'as dit, tu mets en place les actions. Toi, ton but, c'est d'aller à l'international. Et du coup, les actions que tu mets en place aujourd'hui, peut-être que tu vas plus vite aller en local parce que ton objectif final, c'est l'international. C'est ouais. exactement pareil quand tu prospectes ou tu vois, il y en a qui disent, ouais, allez, je veux prospecter 5 clients par semaine. Je dis, mais non, si tu vises 30 clients par semaine. Peut-être que tu n'en feras pas 30, mais peut-être que tu en feras 15. Et 15, c'est mieux que 5. Tu vois, c'est toute une question de Je suis perspective et complètement d'accord de avec limite. toi. Et imagine-toi si maintenant tu vas encore plus loin que ça et que tu te dis, vas-y, mon objectif, c'est pas de faire 1 million. Vas-y, mon objectif, en fait, c'est de pouvoir aider X personnes ou de répondre aux besoins de X personnes. Du coup, on n'est plus dans un objectif d'argent, dans un objectif de mission.
Et quand tu as des Ouais. objectifs de mission, en fait, eh ben, il n'y a pas de déception. Parce que pour moi, le problème de l'objectif chiffré, même si pourtant il est important pour qu'on puisse se projeter sur des prévisions financières, quand tu veux avoir des levées de fonds, bon, moi je ne veux pas de levée de fonds, mais quand tu veux des levées de fonds, tu as des logiques financières qu'il va falloir avoir. Parce que si tu te mets une logique financière, en tout cas pour ma part, ça va m'obliger en fait à faire des choix et à renier ma vision pour qu'elle soit rentable et non pas répondre aux besoins de mes clients. Du coup, j'ai envie de me dire, j'ai envie de créer un projet, un concept qui soit efficace pour mes utilisateurs, alors que si je voulais faire de l'argent, j'aurais fait d'autres choix où j'aurais transformé le concept en lui-même pour qu'il puisse faire plus d'argent, mais pas forcément être aligné avec ma vision. Du coup, ma priorité, c'est pas mon chiffre d'affaires, ma priorité, c'est ma vision. Et je suis convaincu que si j'arrive à atteindre ma vision, en fait, je vais faire du chiffre d'affaires. Ouais. Donc, c'est pour ça que même le choix stratégique de la partie financière, euh, pour certaines activités, elle est indispensable. Oui. Pour d'autres, je pense qu'il faut faire attention à ne pas faire, à monter un business pour faire de l'argent, parce que du coup, tu vas faire des choix qui vont t'emmener à faire des choses qui ne sont pas en rapport avec ta vision, tout simplement. C'est Ouais. ça. Je ne dis pas encore une fois que c'est une vérité, je dis simplement que c'est valable pour moi, en tout cas. Après aussi, tout dépend de la situation de départ. Tu vois, si tu es vraiment dans une situation où tu as besoin d'argent rapidement, évidemment que tu n'auras pas les mêmes drivers que si tu es déjà bien et que tu te dis, bah, c'est bon, je suis pas à 3 ou 5 ans près. Et ça dépend aussi de ton activité. Il y a des activités où tu dois rendre des comptes. Par exemple, si tu fais un emprunt à la banque pour monter une boucherie, par exemple, là, voilà, évidemment que tu as des drivers d'argent parce que tu dois des comptes à quelqu'un Ouais, ou que tu lèves des fonds, c'est pareil. Euh, complètement. mais évidemment, si t'as pas ça, donc tout dépend si ton, on va dire, ta maturité et ton domaine d'activité. Hmm. Si ça se prête ou pas. Complètement. Complètement. Euh, alors, je vais passer à un autre sujet parce que c'est vision, ambition, c'est un gros, gros sujet. Ouais. Euh, Là, j'ai une question un peu plus perso. Euh, c'est quoi ta meilleure anecdote en tant qu'entrepreneur? Ma meilleure anecdote en tant qu'entrepreneur, euh, je ne sais pas si tu peux considérer ça comme une anecdote. Ma plus grande fierté, j'ai envie de dire, c'est j'ai accompagné un entrepreneur euh, qui s'appelle Loïc, qui a une boîte qui s'appelle Unexpected. Et quand on s'est rencontrés, en fait, il avait une boîte d'événementiel euh, avec une associée. Il repart de zéro et il me dit, écoute, Kamel, on va remonter une nouvelle boîte. J'aimerais que tu m'accompagnes dans ma stratégie d'entreprise. Et on a travaillé son positionnement, on a travaillé son discours commercial, on a travaillé toute une stratégie globale. Et ma plus grande fierté, c'est quand il a fait un post il n'y a pas très longtemps pour annoncer qu'il vient de faire ses 5 millions de chiffre d'affaires au bout de 5 ans. Et que je me dis, ouais, c'est pas que grâce à moi, mais j'y suis pour un petit quelque chose. Et de le voir là arriver là où il est arrivé, je suis ultra fier. Parce que c'est un gars, en fait, qui est humble, qui était capable de comprendre là où il était fort, qui a écouté les conseils de A à Z, qui applique tout ultra parfaitement, qui ne cherche pas à tout remettre en question et qui se dit, je m'entoure de personnes qui savent faire, bah, je vais y aller vraiment comme, bien sûr en s'adaptant, en s'appropriant les choses et en y mettant sa touche toujours, 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 mais qui est capable de faire des choses à fond et de prendre en considération ce que les gens autour de nous nous disent. Et c'est pour ça qu'il est arrivé à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et sa boîte Unexpected est une boîte qui tourne super bien. Ils sont une quinzaine de personnes. Voilà, il fait ses 5 millions de chiffre d'affaires. Et oui, ça, c'est quelque chose qui me rend très, très fier. Je ne sais pas si c'est une anecdote, mais ça me rend très, très fier. Puis, c'est une anecdote en soi, puis ça montre un peu la personne que tu es derrière parce que en fait, ce qui te rend heureux, c'est de rendre heureux les autres. Enfin, ou en tout cas de les aider à accomplir leurs objectifs. Bon, si Donc, on rentre dans la psychologie, hein, c'est toujours pareil. Hein. Pour être heureux, si c'est de rendre heureux les autres, c'est que du coup, bah, tu veux être aimé. Et donc, oui, c'est de la psychologie de base, j'ai envie de dire. Oui, j'ai envie d'être aimé, j'ai envie d'être apprécié à ma juste valeur. ouais. Je ne serai pas aimé par tout le monde, et tant pis, mais je veux être aimé par le plus grand nombre parce que j'estime être quelqu'un de droit, de franc, d'honnête, Mais, et je veux être mais reconnu à ouais, ma parce juste que valeur. tu aurais pu me sortir une autre anecdote. Par exemple, tu aurais pu me dire, bah voilà, euh, mon truc, c'est qu'on a reçu, par exemple, bah, Paul Mirabel au Welcome, tu vois. Ça aurait pu être ça aussi, ta meilleure anecdote. Ce qui est déjà Ouais, aussi un accomplissement personnel qui est pas mal. ouais, ce qui est super, c'était génial. En plus, il est vraiment ultra gentil, il est adorable, il était très disponible après le spectacle. Il a pris les photos avec tout le monde dans la salle. Et vraiment, c'est un mec super et vraiment timide pour de vrai. Donc, à côté, donc c'est impressionnant de le voir aussi à l'aise sur scène et puis aussi timide derrière.
Donc vraiment, super, super rencontre. Mais, euh, mais j'ai rencontré d'autres personnes aussi, Nawal Madani, Redon Arjan, on a eu Lafesse, on a eu Kamini, on a eu pas mal de monde qui sont venus au Welcome. Et j'ai jamais eu ce truc des gens connus, la star, d'être. Pour moi, Ouais, c'est des gens juste comme moi, c'est plutôt ah, qu'est-ce qu'ils font, totalement. comment ils sont. Et on a eu des artistes qui étaient exécrables et d'autres qui sont géniaux en fait. Et en fait, c'est génial en fait, c'est l'humain. Comme certains doivent me trouver exécrable et d'autres doivent me trouver génial. On est tous le mec gentil et et le con de l'autre, comme dirait le film. Exactement. Euh, et du coup, est-ce que tu as une pire anecdote ou ou un regret ou un truc que tu pourrais partager? Un regret, bon, je vais en avoir quelques-uns. Quand tu fais beaucoup de choses, tu as forcément fait des boulettes, donc tu as forcément quelques regrets. Je dirais, là, un qui me vient tout de suite à l'esprit maintenant, c'est de trop faire confiance. Ah, c'est C'est marrant de, ça. ouais, c'est que du coup, je ne l'ai pas dit au début, mais moi, je suis HPE, donc je suis au potentiel émotionnel. Donc, du coup, D'accord. mes émotions, en fait, j'ai un petit peu de mal à gérer les émotions sur certaines choses. Donc, ça monte très, très vite et j'ai besoin de prendre du temps. Donc, je suis un peu plus lent que les autres parce que je suis en plus dyslexique et dysorthographique. Donc, j'ai besoin de prendre du temps pour comprendre, analyser, que mon émotion redescende avant de pouvoir prendre les bonnes décisions. Et parfois, j'ai fait confiance à des gens très vite parce que j'ai eu un super feeling, que j'ai adoré la personne, que ça a super bien accroché et que je me suis dit, bah non, je ne vais pas perdre de temps, banco, on y va. Et en fait, j'aurais dû laisser descendre un petit peu l'émotion avant de me décider pour être beaucoup plus factuel. Et je le fais souvent, je travaille sur moi régulièrement. Et surtout, c'est que je délègue et je m'entoure pour avoir des deuxième avis, troisième avis maintenant, pour ne pas reproduire ce genre d'erreur. Et je pense que je continuerai à le faire parce que c'est mon tempérament. Mais après, d'un Et côté, c'est bien de connaître ses faiblesses pour les pallier et pour ne pas commettre de nouveau cette erreur. Parce que je disais, c'est marrant parce que en fait, tu t'es associé dans tous tes projets et tu me dis que tu avais trop rapidement fait confiance aux autres. Donc, c'est quand même que tu as réussi un peu à surpasser cet obstacle. oui et non, parce que tu vois, sur les boîtes que j'ai aujourd'hui, les associés que j'ai ne sont pas les associés que j'avais au début. Tu vois, Ok, j'ai monté ma première agence de com que j'ai montée, j'en suis à mon troisième associé. Mais aussi parce que moi, l'associé, c'est pas un associé comme beaucoup pourraient le voir, je dirais, on va faire notre vie ensemble. Pour moi, un associé, c'est on va travailler ensemble sur un projet pendant un temps donné, on va partager les bénéfices qu'on fait, et puis si on n'est plus aligné sur la vision et les objectifs, ben on s'arrête en fait. Et c'est qu'un statut en réalité. Donc du coup, pour moi, l'association, c'est pas se marier, c'est pas un mariage où on va se marier à vie. Pour moi, c'est un partage d'un bout de chemin ensemble en fait. ok. Ah, faut quand même qu'au préalable, les deux soient d'accord que si à un moment donné, il y a une perte de vision ou que les deux ne sont plus alignés, bah, faut qu'ils se séparent. Parce que ça, Ça c'est se pas fait toujours. forcément Ça se fait le cas. toujours, ou naturellement, ou dans la douleur, mais ça se fait toujours. Quand on n'est plus aligné, quand on n'est plus d'accord sur les choses, ou bien on Ouais. fait que passer son temps à se fâcher, et donc là on se dit, tu te rends compte, t'as quand même qu'on se fâche tous les jours. Bon, on va arrêter peut-être. Et on trouve des compromis et des deals, et ça reste que du business. Et encore une fois, comme le disait accord Toltec, faut pas le prendre pour soi personnellement. On est juste plus aligné, tu as d'autres objectifs, j'en ai d'autres, ok, on avance. Et pour moi, l'association, c'est que ça. Donc moi, je suis prêt à m'associer avec n'importe quelle personne avec qui on va partager une vision et partager un bout de chemin ensemble. À partir du moment où on est prêt à se donner à fond ensemble sur quelque chose, eh ben allons-y en fait. Tu connais mon rôle, je connais ton rôle, on y va. Si c'est OK, on y va. Et si ça marche plus, bah c'est cool, on aura passé 2 3 ans ensemble, génial en fait. Et c'est ça qu'il faut garder en fait. Ok. Ah, mais c'est assez clair parce que j'ai moi-même du coup un associé. Donc, bon, après, j'en ai pas eu autant que toi. Donc, j'ai beaucoup moins de recul par rapport à tout ça. Euh, ok. Alors, je vais passer du coup à la dernière question que je pose à chaque fois. Est-ce qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée et que tu aimerais partager? Parce on a parlé de beaucoup de choses au long de cette interview. Si tu as un point ou un mot de la fin ou quelque chose à ajouter, tu peux y aller, ta carte blanche. Bah écoute, quand tu m'as demandé de venir pour faire l'exercice, bah déjà je te remercie beaucoup, ça me fait toujours plaisir de pouvoir participer à ce genre de choses. Ça me permet de pouvoir m'exprimer et de me faire entendre sur certains sujets ou certaines visions, en tout cas, c'est toujours agréable. Je suis venu avec aucune idée précise de ce dont on avait parlé et comment ça allait se passer, et je me suis laissé porter par toi. Et j'ai pas prévu de venir apporter un message spécifique, donc j'ai pas d'idée en tête.
Merci pour ton temps, Kamel. Euh, je suis ravi de t'avoir eu sur ce podcast et échanger sur pas mal de sujets. Donc, moi, j'aime toujours discuter avec d'autres entrepreneurs, donc c'est toujours un plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver si tu as un lien à partager? Sur mon compte LinkedIn, Rizky Kamel, hein, tout simplement, RIZKI-KAMEL, ou alors sur mes différents sites de mes différentes boîtes, burdenhuman.com pour l'agence de com, we-welcome.fr pour l'espace We Welcome, Bah, et je mettrai tout ça en voilà, description. dans le truc, et puis other.pro pour découvrir un peu notre concept et la première étape de là où on en est. Ok. Bah, écoute, Kamel, je te remercie. Je Merci te à souhaite toi, une bonne fin de journée. Et prends soin sur de ce, toi, bah, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut! avec grand plaisir, à bientôt. Si cet épisode vous a plu, alors la suite devrait vous intéresser. Avec Communitico, nous accompagnons les créateurs de communautés et les dirigeants de réseau à développer leur communauté. Pour cela, on leur crée un site et une application 100% personnalisée à leur image. Et puisqu'un outil seul ne fait pas tout, nous les accompagnons également dans la gestion et l'animation quotidienne de leur communauté. Si ça vous intéresse, je vous mets les liens en commentaire afin qu'on en discute. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!